Monsieur Hammond, les téléphones marchent. Le con, J'ai un permis pour ça. la brute Le meilleur moyen pour que t'arrêtes de dire des conneries, c'est de fermer ta gueule. et le brillant. Défonce garantie, cocktail qui décoiffe. Gardez la monnaie, ça ne me dérange pas. Merci du fond du cul. Bonjour. Bonjour. Hashtag bonsoir. Bienvenue dans votre nouveau podcast qui va parler du Cénoma. Ça commence bien. Le podcast donc Le con, la brute et le brillant. Présenté par mes soins, par César, Bonsoir. par Matt. Et oui, c'est moi, bonsoir. Comment ça va vous tous ? Eh ben écoute, ça va plutôt bien ces débuts d'année réjouissantes. Voilà. Donc on va parler de quoi sur ce podcast ? On va parler des actus, d'un film du jour, je crois que vous avez déjà entendu avant qu'on lance le générique. On va faire aussi des jeux, et puis on tirera... On n'est pas sur un podcast de la couture médiévale. Et non, malheureusement non. Pardon. C'est à côté, monsieur, c'est à côté. Et on parlera aussi de films thématiques selon ce qu'on aura comme thème de la semaine ou pas. De toute façon, vous l'entendrez au moment venu. Et donc, moi, je propose qu'on passe directement sur les actus. Ça Allez. vous va ? J'ai peut-être une nouvelle fracassante à vous annoncer. Merci pour la bonne nouvelle. Alors moi, je vous ai préparé quelques petites actus. De toute façon, une des premières, on va commencer par le bilan un peu dans les cinémas de cette année. Moi, j'ai lu que, par exemple, il y avait une augmentation comparée à l'année dernière des fréquentations à la fois aux États-Unis comme en France, même si on n'est toujours pas revenu aux fréquentations habituelles avant Covid. Oui, mais on est vraiment pas loin, je crois. Ouais. Pas loin, ça dépend pourquoi. Parce que par exemple, les États-Unis, on voit qu'ils ont à peu près 2 milliards de recettes en moins qu'ils avaient comparé aux années avant Covid. C'est peanuts. Voilà. Ah, c'est rien ça, 2 milliards ? Oui. Oh, ok. Et ce qui est assez marrant, c'est que ça faisait depuis 2016 que Disney, à chaque fois, remportait la palme des plus grosses recettes de films inégalées. Et là, depuis cette année, ils ont été dépassés par Universal. Mais non sans surprise grâce à Oppenheimer. Ouais, après, je crois que tout ce qui est Marvel, ça marche pas dingue cette année déjà. Il y a donc, déjà ça, ouais, il y a déjà le fait Les qu'ils gens ont... commencent à en avoir un peu marre. Donc, On se demande pourquoi. Ouais, bah voilà. Déjà par Marvel et par autres. Mais oui, première fois que Universal dépasse Disney. Et moi, ça me fait un peu plaisir parce que Disney, je n'en peux plus que ce soit eux qui ont le monopole des recettes. Pas te laisser dire ça quand même. Mais bon. Ils ont racheté mon Star Wars, je les aime plus. Qui rachètent les Star Wars, mais ils rachètent tout. De toute façon, je te rappelle qu'ils ont racheté la Fox. Hein, donc... Comme autre news, on a aussi le fait que sur Scream 7, c'est un peu les débandades. Là maintenant, ça a été au tour du réalisateur de quitter le navire. Je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis 6-7 mois, en fait, les actrices, les scénaristes s'en vont. Vraiment, on se demande comment ils vont réussir à faire leur film. Et là, il y a 2 semaines, c'est le réalisateur qui a décidé de se barrer du projet. Ah ouais ? Ouais. Il a dit qu'en gros, c'était un job de rêve qui commençait à se transformer en un cauchemar, donc il a préféré s'en aller. C'était le même réel que pour le 6 ou Non, par contre, c'était pas le même réel, mais là, ils sont allés chercher quand même Christopher Landon, qui était le réel, je sais pas si vous avez vu Happy Birthday, dont Pas du tout. un film qui mêlait l'horreur et la comédie. Donc on se disait que pour le 7, peut-être qu'ils le prenaient pour en faire un peu de comédie. D'ailleurs, c'est un film avec une boucle temporelle, non ? Je me trompe. Oui, c'est aussi Ouais, donc c'est un bon film. À savoir, tout film avec boucle temporelle est un bon film. J'explique qu'on rigole parce qu'on Ouais, a alors, commencé à parler avant d'enregistrer le podcast des films à boucle temporelle et on avait tous un avis différent là-dessus. Et j'essaye de trouver un contre-exemple, mais Il n'y j'ai a pas aucun pour l'instant. Citez-moi, j'appelle le public, j'appelle le monde, monsieur Macron, si vous m'écoutez. Trouvez-moi un film mauvais avec une boucle temporelle. Ça m'intéresserait. Ah, mais j'ai rien là comme ça, mais je suis sûr que j'en trouve. Mais donc c'était il y a quelques mois, ça a commencé par une actrice, l'actrice phare qui avait été introduite dans le 6, je crois même qu'elle avait été introduite dans Scream 5, le reboot. Voilà, c'était Melissa Barrera. Qui disait qu'en fait, pendant les tweets pro-Palestine et pro-israélienne, elle avait pris parti pour la Palestine et je crois qu'elle avait été têche à cause de ça. Ah, yes. Ça avait commencé par elle et après Jenna Ortega, donc Ah oui. l'autre actrice qui avait été introduite dans le film précédent, Ouais. s'était barrée. Alors elle, il me semble plus que c'était des histoires de planning, que comme le film était repoussé, du coup elle pouvait plus y participer. Et là maintenant, c'est le réalisateur. Donc, Eh bah, super projet en tout cas. après, il faut rappeler que les réalisateurs qui s'en vont, c'est pas non plus quelque chose. Oui, ça arrive. Oui, ça arrive régulièrement. C'est pas non plus la première fois que ça arrive. Même si c'était le 4e ou 5e réal, je rappelle que quand Disney a racheté Lucasfilm, ils ont été plusieurs réals à dire non au projet avant que ce soit J.J. Abrams. J.J. Abrams s'est même refusé d'abord et après c'est arrivé en mode bon bah mec, t'es un peu notre dernier recours. Donc les réalisateurs qui s'en vont, même les scénaristes ou les acteurs, c'est un truc plutôt commun. Hein. Je vois que tout le monde s'existe, mais c'est pas non plus. C'est pour ça que je crois que les Américains à la base mettent le générique à la fin, parce qu'ils attendent la fin du film pour savoir c'est qui a réalisé quoi. Alors,
Alors ça, c'est aussi dû à... avant, c'était une nécessité contractuelle. On devait mettre les noms au début du film. Et d'ailleurs, c'est marrant qu'on en parle parce qu'un des premiers films à avoir mis son générique à la fin, c'est Star Wars. Et la première fois, le premier film, bon, les techniciens et tout ont plutôt laissé couler. Mais le deuxième, ils ont attaqué George Lucas parce que c'était apparemment pas contractuellement. Après, il y avait déjà bien assez de choses écrites au début, je pense. Non, oui, non, mais aucun nom de technicien ni rien, quoi. Alors, on peut passer sur une autre nouvelle que je pense plusieurs gens ont lu, mais peut-être l'ont pas très bien comprise, même si ça a été plusieurs fois rappelé. On a Mickey, une des versions de Mickey, qui vient de tomber dans le domaine public. Alors, c'est la première version de Mickey qui était présente dans le court-métrage Steamboat Willie, qui vient de tomber dans le domaine public. Donc, des gens se sont dit, peut-être on va prendre Mickey pour le mettre dans plein de trucs. Et ce qui est déjà en train de se passer, je sais pas si vous avez vu, mais il y a plusieurs bandes annonces de jeux vidéo ou de films utilisant le Mickey en question qui sont tombés. Ouais, il y a eu un film d'horreur dans un arcade game, un slasher movie, un moi, truc comme ça. Ça me fait beaucoup penser justement au Winnie l'ourson qu'on a eu cette année, qui était une vraie purge, ça aussi. Ah oui, mais j'ai pas vu ça. J'ai pas vu non plus. Mais toi, tu dois être ravi, Norbert. Toi qui détestes Disney. Je déteste Disney, mais après j'attendrai le film, mais bon, une simple bande-annonce, ça vend quand même pas grand-chose. Même si j'étais plutôt étonné que pour l'instant les trois projets en cours, c'est-à-dire je crois qu'il y a un jeu vidéo, un film et il y a un autre truc, mais ça concerne que de l'horreur. C'est-à-dire que les gens se disent, c'est un peu... oui, mais forcément, c'est ce qui est le plus à l'opposé possible de Mickey. Les gens se lâchent au moment où... Parce que t'as vu la bande-annonce en question, toi ? Ouais, j'ai vu la bande-annonce. La bande-annonce, c'est vraiment un gars sous le masque de Mickey qui poursuit des gens pour les tuer. Il n'y a pas plus d'informations que ça. Ok, je regarderai ça. Mais toi, je suppose que toi, t'es plutôt mécontent de ça, quoi. Ah non, moi je m'en fous que les gens soient créatifs. Mais attention, on parle d'une version de Mickey, on parle pas de Mickey en général. Et surtout, on parle de la version. Il faut pas de gants blancs, pas de shorts rouges, sinon attaque de Disney. Et là, à mon avis, Disney, Disney, ils vont pas se priver d'attaquer. Une version de Mickey, qui est la version en noir et blanc, qui est la version avec des tout petits yeux. C'est pas la version que les gens reconnaissent le plus. C'est pas la version de Fantasia. Non, c'est genre que Mickey, il a été refait, il a été redesigné 8 ou 9 fois depuis le début. Oui, non, carrément. La rétro fashion, du coup, ça va revenir au plus populaire, la première version, que la toute dernière design. C'est possible. Dans un autre ton, on a Gary Oldman qui a donné une interview il y a pas longtemps, que Première a repris, où alors ça c'est vraiment une attaque purement contre Matt, mais Gary Oldman se trouve médiocre en Sirius Black dans Harry Potter, il trouve sa prestation vraiment nulle à chier. Ah oui ? Ah oui. Ah d'accord, mais c'est incroyable ça, parce que pour moi, il y a vraiment rien de mauvais dans Harry Potter... tout confondu en fait, surtout pas Sirius Black. Non, c'est vrai, il se trouve mauvais. Il se trouve médiocre. Le terme, c'est médiocre. Incroyable ça. Il est très bon. Et il dit qu'à un moment, peut-être que si j'avais lu les Rick comme Alan Rickman, j'aurais joué différemment. Les quoi ? Lui, il a pas lu les livres. Mais, il a pas lu les livres. Non. Incroyable. Tu as joué dans le truc, il a pas lu les livres. Bon, après, c'est pas le premier. Hein. Et puis je pense que la plupart des fans de Harry Potter le trouvent super bon en Sirius Black. Oui, moi je pas trop de soucis avec, mais moi j'ai pas il est cool, il a du charisme, mais de là à dire qu'il est super bon, enfin quand tu le compares à tous les rôles qu'il a eu, alors à part peut-être Perdu dans l'espace, je vous l'accorde, mais sinon, enfin tu vois, c'est quand même le mec, il a un charisme, il a une façon d'interpréter les personnages un petit différemment de tout le monde. Là, Sirius Black, je suis désolé, tu peux le donner à n'importe quel autre acteur bankable, il aurait fait la même chose. Je dis pas que c'est mauvais, mais je suis pas sûr. Je trouve que même Alan Rickman, il a apporté. Alors après, dans les derniers films, dans le premier où il apparaît, qui est donc le prisonnier d'Azkaban, il a un mélange entre le gars fou, le gars responsable. Enfin, au début. Tu veux dire Gary Oldman ? Gary Oldman, Oui, Gary Oldman. Ouais, non, j'ai pas trouvé exceptionnel. Enfin, en gars fou, il a fait rien que dans Léon, il est 10 fois meilleur. Ouais, mais c'est pas pareil. Je veux dire qu'au moins dans Harry Potter 3, vraiment, moi qui n'avais pas lu le livre avant de regarder le film, on a vraiment cette ambiguïté où il arrive assez bien à jouer le fou, le gars dérangé, donc tu sens qu'il a passé 30 ans dans la prison, donc ça l'a un peu retourné, et le parrain aimant qu'il est à la fin du 3 et dans les autres. De mémoire, dans les bouquins, c'est un personnage beaucoup plus sombre, déjà. Il le joue peut-être un peu trop gentil, il est un peu plus ambigu quand même dans les bouquins, mais il a quand même réussi à rendre ce personnage de Sirius Black culte, quoi, en fait. Enfin, les gens s'en souviennent quand même généralement. Ouais, culte, c'est la saga qui est culte, mais sinon c'est une saga qui est quand même pour enfants, c'est lisse, tu peux pas non plus avoir une profondeur de dingue. Ah non, mais attends, attention, lis les bouquins, il y a une profondeur assez... Non mais après, si on parle la crise d'ado d'Harry Potter, les 100 premières pages de chaque bouquin à partir du 5, non mais laisse tomber, quoi. Laissez dire le moindre mal sur cette saga, c'est pas possible. Et tu vas faire quoi ? Ah non. Non, je te calme. J'amènerai ma baguette magique. Mais ça, je trouve ça toujours drôle quand t'adores une prestation et que l'acteur en question, lui, ne l'aime pas du tout, quoi. Donc, Non, mais c'est incroyable. Enfin, pour moi,
il fait partie des personnages favoris des fans, en grande partie grâce à l'acteur. Donc le fait d'entendre qu'il se trouve médiocre, c'est une interview qu'il a donnée récemment là. Donc, oui, récemment, ouais. Incroyable. Et pour finir ces actus sur une note totalement what the fuck, je vais vous parler des films Les Secpa au ski. Donc déjà, je sais pas si... mais pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que déjà, est-ce que tout le monde ici dans cette table connaît les Secpa, enfin l'univers des Secpa de loin. Voilà, donc, pour rappeler ceux qui connaissent pas les Secpa, c'est d'abord des vidéos sur une chaîne YouTube qui ont cartonné. Ils ont décidé d'en faire un film produit par Cyril Hanouna. Pardon ? Ah oui, d'accord. Oui, on parle de la finesse du genre humain ici. Donc un premier film produit pour pas grand-chose qui avait eu un succès assez surprise quand même. Donc forcément, ils ont décidé d'en faire un deuxième. Donc les Secpa au ski, je crois que l'histoire du film c'est vraiment le titre du film, ni plus ni moins. Les Secpa qui vont au ski, je crois parce qu'ils se sont fait virer par leur lycée. Mais en fait là où je décide d'en parler, c'est que plusieurs cinémas ont décidé de déprogrammer le film parce qu'il y a eu des séances qui ont été, où les gens sont complètement partis sauvageonnés. Ouais, ils se ramenaient en masse et puis ils se battaient, ils balançaient des chaussures et des pop-corn, ils crachaient à la gueule des gens. Enfin, il y avait sympa. Ouais, il y a même eu il y a eu un cinéma qui a dû faire venir les flics 2 fois dans la même journée. Dans leur cinéma, et ils ont décidé de déprogrammer le film le temps que les vacances de Noël passent et que les gens repartent au lycée, ou je sais mais c'est quand même hallucinant. Après, moi je sais pas vous, mais ça me rappelle que c'est des trucs qui arrivent, j'ai l'impression, tous les ans sur différents films. Je me rappelle que Creed 3, il y avait des gens qui se battaient pendant les séances. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, il y a peu de temps, il y a un film qui est sorti en Inde avec une grosse star du cinéma Bollywood. Et en fait, les gens, quand ils le voyaient arriver à l'écran, ils jetaient des feux d'artifice dans la salle et ça foutait un bordel. Et il y a des vidéos on peut retrouver des vidéos où on voit les gens qui déglinguent la salle. Il y en a qui sortent en courant et tout à cause de cet acteur. Enfin, c'était assez rigolo à voir. Oui, je veux dire, c'est un peu. J'allais rebondir sur la culture un peu américaine. C'est vrai que ils ont parlé un petit peu déjà dans Scream 2, justement. Justement, c'est vrai que toute cette folie, surtout les films d'horreur, les revivals à partir des années 90, et c'est reparti dans les salles où justement le côté interactif, le public qui réagit. Bon, heureusement, j'ai pas trop vécu ça. Une seule fois, le premier jour de la sortie du film X-Files. Dans les années 90, où je suis plutôt jeune. Mais là, tu nous parles d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas faire. Mais quand Mulder et Scully s'embrassent pour la première fois, je crois que c'est la première fois que ils s'embrassent dans X-Files 1. Ils sont à ça. Alors on voit pas, mais c'est vachement. Mes deux doigts sont très proches. Ils sont à ça. Et toute la salle se lève et c'est assez sympa. Après, avoir des moments de communion avec le public au cinéma, pourquoi pas très exceptionnellement, mais sinon c'est vrai que je trouve ça extrêmement dérangeant, moi. Non, mais des moments de communion, je pense que tout le monde se rappellera, ou en tout cas une bonne partie se rappellera de Avengers Endgame. Quand les personnages ressuscitent à l'écran, moi je me rappelle que toute la salle a gueulé, tu vois, c'était vraiment un grand moment de communion. Ce moment où Captain America tient le marteau de Thor, là je me souviens que la salle s'était un peu levée et tout. C'est un peu cool. Oh là là. Mais d'autres moments un peu moins sympas, moi je me rappelle dans l'histoire que il y avait Creed 3 où les gens s'étaient battus. On avait eu, je crois c'était un film produit par James Wan, je sais plus si c'était Conjuring 2 ou autre, mais c'était un film d'horreur que UGC avait décidé de tout déprogrammer dans tout leur cinéma de France. Ils avaient déprogrammé parce que les gens se battaient ou volaient des affaires ou même chiaient sur les banquettes. Qu'est-ce que tu voles dans une salle de cinéma? Non, mais ils volaient les autres. Ils volaient les gens. Ils volaient les gens. Je suis sur le bon coin, je vends 2 accoudoirs de cinéma. Et il y avait eu 50 Shades of Grey où des gens retrouvaient, des personnels de salle retrouvaient des godes après les films et ont dû changer, remplacer des sièges pour des raisons, je pense que vous avez compris avec le god. Superbe. Donc c'est pas la première fois que ça arrive, quoi. Moi je pense qu'il devrait avoir, franchement, on devrait avoir plus de pédagogie parce que je pense que depuis, si tu veux, maintenant les gens matent beaucoup de films à la maison et vraiment la salle de cinéma c'est devenu quelque chose où les gens ont l'impression d'être chez eux. Je pense qu'il faudrait des campagnes pour rappeler que c'est pas chez eux, on est un peu dans un lieu commun et il faudrait déjà passer son temps à fermer sa gueule. Non, mais on pourrait avoir le débat, c'est super intéressant. Moi j'ai de plus en plus de mal à aller voir des films au cinéma. Je trouve que je sais pas, je trouve que des fois les gens se rendent pas compte qu'il y a d'autres gens en train de regarder un film autour d'eux. Et j'ai de plus en plus de mal, je sais pas vous si c'est le cas, mais c'est un peu relou quoi des fois. Je suis en lutte contre les pop-corn depuis une trentaine d'années. Ah non, bon, sérieux? Non mais ça croustille, non mais ça dépend du film. Moi, en plus, le gars, tu mets devant le premier Seigneur des Anneaux et quelqu'un qui mange des pop-corn à côté de moi, je suis désolé, il a sa tête dedans au bout de 2 minutes. Mais en plus toi, tu viens des USA, donc excuse-moi, la culture du pop-corn là-bas, elle est vachement implantée. Yeah man, salty sweet, yeah. Mais mais non, mais ça croustille trop. Pourquoi on n'a pas des trucs qui font pas de bruit quand tu manges au cinéma? Déjà, si les gens
voulaient bien mâcher leur popcorn la bouche fermée. Pour Alors moi, ça, oui, ça déjà. serait un grand truc. Mais moi, pour répondre à ta question, je vais plus voir je vais plus voir des films d'horreur à cause de ça. Parce que je sais que la population qui va voir des films d'horreur au cinéma, c'est la pire population, enfin en tout cas pour moi. C'est les gens qui rigolent ou qui disent non mais va pas par là, ou non mais t'as vu, elle prend une décision conne. Pour moi, c'est la pire population du monde, donc c'est pour ça que moi des films d'horreur, je suis plus au cinéma. Mais c'est pour ça que moi je me pointe à des horaires où les gens ne vont pas au cinéma, tu vois, j'y vais à 10h le matin, Ouais, bah, moi je fais ça un pour jeudi, là au moins t'es sûr que tu vas être tranquille pendant ta séance, quoi, normalement. Moi je fais ça pour les Disney. C'est vrai que les Disney, je me dis beaucoup, on se trouve avec les gosses qui disent je comprends pas, ou je me fais chier, ou quoi. Je dis je les prends à des horaires improbables. Tu détestes les gosses, toi. Mais déjà, je déteste les gosses. Ouais, bah, et ensuite, mais je déteste les gens. Ah oui, bah oui. Mais non, mais ouais, les films d'horreur, ou bah, je sais par exemple, Vermine, le film d'horreur français qui est sorti, je me demande si je vais le voir justement à cause de ça. Parce que j'ai pas envie de me taper des connards ou quoi. Qui parlent pendant Après, la c'est séance, pas à chaque fois, je pense que ça dépend du cinéma dans lequel tu vas. Bah, les films d'horreur, mine de rien, il y a beaucoup d'articles qui nous montrent que mine de rien, c'est là où on est plus sûr d'avoir des. Si Internet mais le dit. Comme disait Mathieu, si tu vas à la séance Ciné-Cité, UGC le samedi soir, forcément, ça va être le bordel. Si tu vas en semaine à 10h, t'auras du temps libre là bientôt. Bah vas-y. Bah, j'avais une anecdote que je vous ai déjà racontée, mais moi c'était Unfriended. Je sais pas si vous vous rappelez de ce film d'horreur, qui est un film d'horreur où tout se passe sur l'écran. Sur l'écran d'ordinateur. Ah oui, c'est et vrai. moi, je allé oui. voir ce film-là, effectivement, je crois, un mardi ou un mercredi à 11h, et j'ai vu une populace de vieux, tu vois, et je m'étais dit, ouais, eux se sont trompés de film, tu vois, c'est sûr, le film va commencer, ils vont se dire, merde, on s'est gouré, on s'en va. Et en fait, non, le film commence, ils restent, et il me semble qu'ils ont plutôt apprécié la séance. Mais ouais, donc, mais t'aimes pas les vieux, t'aimes pas les enfants, il y a un moment que Ah, mais j'aime pas les vieux, bah forcément que j'aime pas les vieux. Non, C'était mais il y des a un enfants moment- à une époque, hein, donc j'aime pas ça. Ouais, voilà. Ouais, bah attends, c'était les actus de la semaine. Youpi. Et ben, ok. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe un peu, vu qu'on est en ce début d'année 2024, qu'on parle un peu de nos attentes pour cette année en termes de cinéma. Bah toi, t'attends quoi, toi? Alors moi, j'attends quoi? La grosse sortie que j'attends, c'est Furiosa, moi. Je crois comme Ah beaucoup oui. de monde. Hein. Parce Oui. que j'avais kiffé Fury Road. Enfin, franchement, j'avais trouvé ça génial. Et là, je me demande ce qu'on va pouvoir faire sur ce personnage. Je pense qu'il y a vraiment matière, quoi. Et moi, ce qui m'avait vraiment marqué dans Fury Road, c'était ce côté grand spectacle, ce côté cinéma que je trouvais qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. Il y avait des accélérés dans le film, tout simplement. C'était rigolo quand on n'avait pas vu ça. Et puis la réal était super. Le scénario, voilà. Mais, Ah, mais de toute façon, le film, c'est jamais vendu sur le scénario. Le scénario, il tient sur un post-it, mais c'est pas trop ce qu'on lui demande. Mais Ouais, aussi- mais et surtout j'avais adoré. Des nuits américaines qu'on n'avait pas vues depuis. Ouais, depuis pareil, 15 ans. des nuits américaines, incroyable. Des nuits américaines avec un bleu, mais pétant. Ah ouais, non mais carrément. Et puis ouais, l'action, c'était génial, quoi. Et je pense que c'est toujours le même réal. Enfin, j'imagine Oui, que c'est toujours. c'est le même réal qui, Miller. qui est quand même passé par la case Babe et Happy Feet. Hein, Ah ouais. Mais non, mais ouais, pareil, hein, moi, Mad Max. Et pourtant, Mad Max, c'est pas une saga que j'apprécie. Avant Fury Road, c'est pas un truc que j'apprécie. Ah oui, non, moi je l'ai jamais. Je les ai vus, mais bon, voilà, je fais bon, d'accord, ok. Ouais, c'est ça. J'ai jamais été fan des premiers Mad Max. Je leur reconnais un charme, voilà. Oui, mais voilà. c'est pas. Alors que Fury Road, quand je l'ai vu, ouais, j'étais vraiment comme un ouf, quoi. J'avais adoré. J'ai un bon souvenir, moi, de Mad Max étant jeune. Après, je les ai revus justement après Fury Road, et c'est vrai que le premier, j'ai eu beaucoup plus de mal à rentrer dedans. Ouais. J'ai vu beaucoup plus de Ouais. choses. C'est un petit ovni. Le mec, il a essayé des trucs. C'est vrai que c'est encore. C'est assez spécial. Je peux comprendre les gens qui l'adulent, qui adorent ce film. Moi, il y a 2-3 petits ressentis un peu bizarres. Mais après, oui, il y a le côté nostalgique. Moi, le 2, même Thunderdome, qui est censé être le plus proche d'une bouse, je trouve assez sympa. Mais il y a toujours le côté nostalgique qui joue beaucoup dans ces films-là. Bah, surtout que j'ai l'impression que Mad Max Fury Road, il retourne sur c'est une suite, en même temps c'est une suite, en même temps c'est un reboot. Enfin, tu vois, il prend la main un peu du spectateur qui connaît pas Mad Max, il lui réexplique un peu les bases, bon, très rapidement, mais en même temps on est maintenant dans une époque où on connaît les plots, quoi. Tu nous dis un gars qui a perdu sa femme et sa fille, voilà, t'as pas besoin de passer 30 minutes dessus, quoi. Tu nous mets dans un pauvre flashback de 15 secondes, c'est suffisant, quoi. Donc Furiosa, ouais, moi je l'attends. Moi j'attends particulièrement Civil War. Je sais pas si vous avez vu la bande-annonce, donc un film distribué par A24 qui nous a plutôt maintenant habitués à des bons films. Il y a Dream Scenario qui sort. Le Captain America Non, Non. Civil War, Civil War, ouais, qui sort, je sais pas, je crois que c'est en avril ou mai, et qui nous parle forcément d'une guerre civile qui éclate et qui est couvert par 2 journalistes, dont une est jouée par Kirsten Dunst, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, hein, donc quand même. Et le film a l'air de vouloir explorer le clivage que rentre dans beaucoup de gens, en tout cas les Américains. Donc, parce qu'il y a un passage dans la bande-annonce où en fait les gens disent mais arrêtez, on est Américains, et le militaire leur répond ouais mais vous êtes quel Américain?
Et tu te dis, ouais, ça sent. Ok, non, j'ai même pas vu la bande-annonce pour te dire. Mais toi, tu regardes plus les bandes-annonces. Non, ça me. Ouais, non, voilà, donc, en fait, j'ai un vrai problème avec les bandes-annonces. Donc moi, c'est plutôt ce film que j'attends, avec bien sûr la suite de SOS Fantôme. Après, donc ce nouveau SOS Fantôme qui est arrivé après celui d'Héritage. J'ai peur. Ah mais non, il est bien celui-là. J'ai peur. On va jamais s'arrêter avec cette saga. Ça... Mais non, mais en plus, celle-là... En fait, c'est tout le temps des reboots. Non, mais on va recommencer encore. Celle-là, elle était bien prise parce que le dernier faisait un bon transmission de flambeau. Parce que justement, ils nous montraient une nouvelle équipe et à la fois à la fin, l'ancienne équipe revenait et ça a été réalisé par le fils du réalisateur des premiers SOS Fantômes. Et ce film-là, j'ai vu la bande-annonce, ce nouveau film a l'air vraiment de nous faire un film où les deux générations cohabitent pour régler un problème. Donc, moi, je suis super hypé. Moi, j'attends de voir le truc. Ok. Ouais, non, super sceptique. Déjà, le dernier, j'ai vraiment... C'est passable, mais bon... Mais toi, dès que c'est bien, t'aimes pas, de toute façon. Non, je suis désolé, c'est convenu, les trucs comme ça. Ok, super, il y a un plan avec les acteurs de l'époque, ouais, c'est génial et tout. Non, je suis désolé, ça manque de fond, la forme est passable. Oui, voilà, le mec... ils font ce qu'il y a à faire, mais c'est dommage. T'as un film qui est cultissime et du coup, tu nous remets une couche avec un film qui est passable. Attends, le premier SOS Fantôme, c'est pas un film qui se vendait sur son scénario, je veux dire. Oui, mais il est devenu culte malgré tout. Enfin, tu vois. Et du coup, il y a un truc. Il y a un truc qui s'est passé. Comment dire, c'est voulu, c'est pas voulu, c'est mérité, c'est pas mérité. Mais ce film est sur un petit piédestal. Et là, tu le fais retomber parce que dans la saga, tu veux te rajouter encore des trucs et juste pour les voir vieux, tenir encore un petit peu le canon en plasma. Je suis désolé, c'est pas. Mais faire revenir des personnages, après, il faut les voir comment tu les fais revenir. Si effectivement tu les fais revenir pour les faire revenir et que t'intègres rien et que tu fais rien de plus, bon, effectivement, c'est nul à chier. Mais si tu les fais bien revenir et que t'apportes du lore et que tu montres une évolution, pour moi, why not ? En fait, c'est pas tant l'idée, il faut voir après ce qu'ils en font. Parce que pour moi, faire revenir des personnages, c'est pas une bonne ou une mauvaise idée. Il faut surtout voir ce qu'ils en font avec ça, quoi. C'est effectivement, ils les font revenir comme ils ont fait revenir les personnages de Star Wars dans l'épisode 7. Là, par contre, c'est nul à chier. Tu vois. Si tu les fais revenir, mais qu'ils n'ont pas évolué du tout, ils sont toujours au même point et tout. Mais déjà, à la base, ce qu'on nous montre, ce qu'on nous laisse entrepercevoir dans l'héritage, SOS Fantôme l'héritage, c'est qu'ils ont vachement évolué. Ils sont plus ensemble, ils sont tous partis chacun de leur côté. Donc, pour moi, on peut les montrer avec des grosses différences et voir ce que les 30 années, je sais pas, entre les films ont apporté. Ouais, super. Ah ouais, carrément. Et toi, mon petit César, qu'est-ce que t'attends pour 2024 ? Qu'est-ce que j'attends ? Oh là là, il y a plein de trucs et tout. Bah, il y a le Gladiator 2. Oh là là, mais désolé. Non, mais faut voir. Non, mais faut voir. S'il est au niveau du 1, j'attends de voir. Il y a le Furiosa dont tu parlais, bien sûr. Et non, SOS Fantôme, non, surtout pas. Et le dernier, oui, Dune. Dune aussi, moi, je suis un très très grand fan de David Lynch. Je risque de faire 2-3 références à des moments. Même le Dune de Lynch, je trouve magnifique. Et la première partie. Et là, ouais, première partie de ce nouvel opus, c'était vraiment très très sympa. La deuxième, j'attends ça avec moult impatience. Moi, elle m'a pas convaincu la première partie. Autant, en fait, moi, je suis pas déjà un grand fan de Dune, mais la première partie m'a pas convaincu. C'est vraiment le premier Denis Villeneuve où je suis vraiment ressenti en disant ouais, bof. En fait, je trouve que la réal sauve tout le film, mais l'histoire qu'on nous raconte m'a pas tant fasciné que ça, quoi. T'avais vu les premiers Dune, t'avais lu les livres ou J'ai vu le Dune avec Sting. Eh ben oui. Il n'a pas que joué dans Kaamelott. J'ai vu le téléfilm en 3 ou 4 parties qu'il y avait eu à l'époque, il y a 10-15 ans. Non, même plus, il y a au moins 20 ans. Mais celui-là m'a pas convaincu du tout. Je trouvais que c'était vraiment pareil, assez convenu, hein, tu vois. What ? Oh, arrête. C'est vraiment. Ah non, mais vraiment. Et même Timothée Chalamet, bon, déjà que je déteste, mais. On en reparlera. On en reparlera. Donc, il a une tête à claque, mais je l'aime bien dans le film. J'attends beaucoup la deuxième partie parce que je me dis, bon, normalement, c'est là où on va avoir le plus d'action, mais à la fin de la première partie. En plus, la première partie se termine, tu te dis, ah bah, le film commence ensemble. Oui, bah après, si tu regardes Dune pour voir un film d'action, mec, je pense que tu es des grosses salles de cinéma, quoi. Et oui, il y aura forcément un petit peu de ça, mais c'est pas. J'ai vu Blade Runner 2049, qui était mon film préféré de l'année où il est sorti, donc tu vois, je suis pas du tout un gars comme ça. Mais le premier, non, c'est. Bah moi, j'aime rien de Villeneuve, moi, donc c'est un vrai problème. Non. Bah ouais, non, mais je sais pas, j'ai un problème avec le rythme. Enfin, ça me gêne pas un film. Ouais, qu'est-ce que je fous là ? Non, mais ça me gêne pas un film lent, mais je me fais chier en fait sur Premier Contact, sur Blade Runner. Non, bah mais pas Premier Contact, Coco. Bah ouais, je sais, mais qu'est-ce que tu veux, je suis. Comment on peut avoir un physique aussi avenant que le tien et aussi mauvais goût, quoi. Bah ouais, c'est vrai. Mais non, mais je sais pas, du peu que j'ai vu, et c'est pour ça que bah, du coup Dune je l'ai pas vu finalement, parce que ça, je sais pas, ça me donnait
pas envie parce que de tout ce que j'avais vu de lui, j'avais rien aimé pour l'instant. Je vois les qualités, mais moi ça me touche pas. Il voit les qualités, mais il dit moi ça ne m'atteint pas. C'est ça. Ouais, c'est ça. Moi je suis au-dessus, je pense. Non, mais c'est la jeunesse blasée d'aujourd'hui, ça me sidère. Ah, tu penses? Mais ce qu'on précise, Matt c'est le plus jeune d'entre nous. Hein. Ah oui, César, je pense que ça forcément. s'entend que je suis avec deux papis. Bon. Mais tu verras après la puberté, ça Mais se toi, passe vas-y, bien. dis-nous, c'est quoi les films que t'attends, toi? Les films que j'attends? Bah oui. Du coup Furiosa évidemment. Et t'en as puis pas d'autres moi je. C'est l'enfant. J'attends Vice Versa aussi, Vice Versa 2 parce que. Non, mais Vice Versa, le premier était exceptionnel. Ah ouais, en fait, moi je trouve que depuis quelques temps, Pixar ils se sont un petit peu perdus depuis l'époque Vice Versa, Coco, que j'avais adoré. Enfin, moi j'avais grandi avec les premiers Pixar et tout, et j'aime un peu moins ce qu'ils font maintenant. Et Vice Versa, j'avais adoré, et je crois que j'étais allé voir 3 ou 4 fois au ciné. Et du coup, je me demande ce qu'ils vont faire avec la suite. Je suis curieux de voir quoi. Déjà, moi je suis surpris qu'il y ait une suite, tu vois. Moi aussi, en fait, pour moi, l'histoire était terminée, quoi. Donc, je me suis même pas trop renseigné, mais ça a l'air de se passer autour de l'adolescence du personnage qu'on avait vu dans le premier film. Donc, du coup, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire. Parce que même moi qui ai un petit problème avec les films Pixar, je trouve que c'est un peu toujours les mêmes films sur le garçon ou la fille qui a des problèmes, qui veut faire un truc, mais sa famille veut pas pour des raisons abjectes ou des raisons valables. Mais en gros, il est toujours en conflit avec sa famille pour faire un truc de sa life que les autres ne veulent pas. C'était même le cas devant le film qui est sorti direct tout DVD et même qui vont ressortir en salle cette année, Alerte Rouge. Voilà. Ah oui, mais c'était pas si mal Alerte Rouge. C'était pas si mal, mais c'était encore le même truc. Oui, et en qui était plus, là, sorti c'était sur Disney+, de Marisu, mais insupportable. Je suis forte en tout et tout, voilà. Oui, bon, d'accord. Mais non, moi c'était plus sur les même films. celui-là, je l'avais apprécié parce que entre-temps. toute la méta était vachement bien foutue. Je veux dire, le train de la pensée et tout ça. Ah, Vice Versa, c'était très très cool. Hein. Franchement, moi j'ai kiffé. J'avoue que le 2, je lui donnerais bien sa chance pour ça. Et l'autre là-bas au fond, il a pas aimé. Hein. Non, Vice Versa. Non, c'est pas que j'ai pas aimé, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Enfin, par rapport à tous les Pixar, je le mets même pas dans le top 5, quoi. C'est quoi ton top pour un Pixar? Mon top, alors moi, il y a du Wall-E, là-haut. C'est ceux qui m'ont le plus. Ratatouille, il y a rien de. Mais c'est un cliché. C'est un petit rat qui cuisine quand même. Non, c'est pas. Après les Pixar, je peux pas dire que il y en a aucun qui pour moi est mauvais. Enfin, tu vois, c'est toujours divertissant, c'est toujours sympa. Par contre, j'en mets 2-3 au-dessus du lot, mais Vice Versa n'en fait pas partie. Il y en a moi que j'ai vraiment pas. J'avais bien aimé Vice Versa, mais je m'étais dit les moments les plus forts quand les discussions entre le père et la mère, tu rentres dans la tête des deux, je trouve ça super sympa. Et limite, j'avais envie d'en voir un peu plus. Et c'était sympa d'être sur le voyage et l'aventure de cette gamine. Peut-être qu'on va en voir plus là, justement, ça peut être intéressant. Et puis voilà, non, moi j'en ai mis deux. Oui, peut-être aussi le Seigneur des Anneaux. On va avoir droit à un film animé Seigneur des Anneaux. Et je suis curieux de voir. Alors j'ai vu aucune image, mais je suis curieux de savoir ce qu'ils vont faire. Je sais pas où ça se situe, vu que tout se passe sur 100 000 ans, donc forcément, je sais pas où est-ce que ça se situe par rapport au film ou même à la série que Amazon a pu sortir récemment, mais je suis curieux de voir ce que ça va donner. Ouais. J'attends plus la série avec impatience, moi. La deuxième saison? Ouais. Moi, la première, je l'ai pas mal aimée, tu vois. Je ne comprends pas la chier que c'est pris cette série parce que vraiment, elle est pas si mal. Mais parce que t'es un elfe noir, parce qu'il y a des défauts et tout. Ouais, puis surtout, la série Wookiee. Bref. Mais non, moi, je comprends pas. Je trouve que la série était assez bien foutue. Alors peut-être que quand on sait le budget conséquent qu'elle a eu, effectivement, il y a quelques moments où tu te dis, bon, où est passé l'argent? On voit l'argent. Non, moi, je trouve qu'on voit l'argent sur chaque plan. À chaque plan, on dit, là, on en voit. Mais je trouve que, par exemple. Tapisser les murs de billets, vraiment. Par contre, la photographie, elle est quand même assez exceptionnelle, je trouve, pour une série. C'est rare qu'on ait une série avec une photographie telle que celle-ci. Ah oui, non, mais c'est super beau, en tout cas. Ouais, c'est magnifique. Chaque plan, chaque. Après, j'aurais aimé que les femmes nains aient des. Ah, mais je crois même que les femmes nains, elles ont des barbes là-bas. Ouais. C'est génial alors. Non, mais voilà, je suis curieux de voir ce qu'on va avoir avec ce film qui doit sortir en fin d'année, je crois. Ça, on a le temps. Donc on aura le temps de le critiquer encore et encore. Voilà, exactement. Mais on verra. On avait une petite rubrique des top flops de l'année. On commence par quoi? Le top. César? J'ai commencé par une petite mention honorable des films que j'ai trouvé pas mal, qui sont pas censés casser 3 pattes à un canard, mais qui étaient bien. Il y avait Nouveau Riche, récemment une petite comédie française qui m'a bien surprise. The Family Plan, un film Apple avec Mark Wahlberg, un petit film d'action. Family Plan, attends, quand il est, c'est un mec agent de la CIA qui le cache et tout. C'est un ancien assassin qui est avec une famille là, depuis 10-15 ans. Mais effectivement, franchement, il m'a bien surpris. Je m'attendais à une petite bouse. J'aime bien les bouses aussi. Avec Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, le gars qui fait que de la muscu sur Instagram. Marky.
qui marque quand même. Et bien sûr, et puis je ne mentionnerai pas Oppenheimer, même si j'ai beaucoup kiffé ce film. J'ai retenu surtout, j'ai aussi un peu pour choquer, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. Non, mais arrête. Mais c'était cette année. Enfin, je veux dire, c'était 2023, c'était pas. 2023, Mais oui, c'est 2023. Oui. Ah ouais. Malheureusement pour nous, oui. Non, j'ai trouvé ça. Ah, moi, je dirais rien sur ce film. J'ai trouvé ça assez beau, les dialogues, tout ça, très très bien. Et aussi parce que, voilà, je commence déjà à m'avancer, mais dans les flops, il y a la suite. Ah ouais, d'accord. Non, mais moi, autant que j'ai pas aimé, je n'ai vraiment pas aimé les Trois Mousquetaires. Je le mettrais pas dans le flop parce qu'il y a eu quand même bien pire que ça. C'est pas que j'aime pas. En fait, c'est pas que j'aime pas. C'est pas que je trouve qu'il est mauvais. Enfin, c'est une bouse. Je trouve que vu le pognon qui a quand même eu 35 millions de budget là-dedans. Même plus, hein, je crois. C'est vraiment pas top le résultat qu'on a en face de nous, quoi. Tu vois, on a quand même. C'est le plus gros. Je crois que c'est un des plus gros budgets français. Ouais, je crois que c'est 70 millions pour les 2 films. Voilà, donc quand même 35 millions. Et il y aura encore un troisième film ou c'est c'est possible, mais pour l'instant, ça n'a pas été budgétisé. Il y en a un troisième, ouais. Il y a un troisième, mais les 2 premiers ont été tournés ensemble. Okay. Le troisième n'a pas été encore tourné. Okay. Mais vu qu'il y a eu à peu près la même réussite au box-office, non, après, c'est vrai que j'exagère un peu avec le top et un peu avec le flop, mais c'était vraiment mon ressenti parce qu'il n'est pas parfait ce film. Le choix de focale est compliqué, ça manque de putain de plan large, quoi. Les gars, vous recréez des super trucs. Les Trois Mousquetaires. Mais est-ce qu'on va parler de la putain de photo d'un rouge marron dégueulasse? Non, justement, la photo, je la trouve super bien parce qu'elle est naturelle, tu sens pas les projets, t'as l'impression. Oui, il y a des fois c'est un peu sombre, il y a des parties pris de couleurs qui sont quand ils sont dans les tavernes et tout comme ça. La taverne, c'est immonde toute cette séquence. Vraiment... Non, mais ça reflète l'époque. Non, mais moi j'ai bien aimé. La taverne, c'est le rouge. Moi je pense ça, c'est de la DA, c'est pas de. Donc voilà, non, j'ai trouvé ça très bien. Tu peux avoir une DA avec un rouge marron si tu veux, mais là c'est un rouge marron crado qui bouche les noirs et tu vois rien. Tu es daltonien, donc tu ne peux pas avoir d'argument sincère. Non mais par contre la scène dans le premier où ils sont dans la morgue et il y a une espèce de clair-obscur qui passe parce qu'il n'y a qu'une seule source de lumière qui traverse, ça c'est plutôt pas mal, tu vois. Bon après c'est plutôt convenu, mais ça va. Mais par exemple la scène de la forêt ou la première scène de bagarre où ils sont censés s'entretuer les trois. De bagarre. Et les autres débarquent, elle est ni fait ni à faire, quoi. Arrête, non, ils ont fait des essais. Alors moi, comme je dis, je suis pas forcément les focales. On est trop en macro, ça manque de plans larges, tout ça. Mais les longs plans séquences chorégraphiés de combat, je trouve que ouais, c'est pas mal, c'est la gueule. On sait faire aussi en France. Il faut aussi savoir dire. Mais on sait faire. C'est pour ça que ça me tue quand on met autant de budget dans un film d'avoir une photographie qui est déjà dégueulasse parce que c'est quand même le premier truc qu'on voit, quoi. C'est quand même c'est quand même l'image, quoi. Et donc. Et du coup, je te déconseille d'avoir le 2 parce que la photo est toujours bien. Par contre, ouais, scénaristiquement parlant, ils ont choisi d'autres trucs, c'est pourritissime. Je serais surpris qu'il soit dans tes tops, du coup, ce film. Ça non, m'étonnerait. Mais déjà, j'ai vu les gens qui m'avaient dit de me dire oui, mais au moins, ils respectent le livre. Oh, mais des fois, il y a des scènes qui sont ultra convenues. Bah, on les met pas. Oui, mais ça respecte le livre. Ouais, mais oui, stop, puis, quoi, non, après, ce qui est important, je trouve, c'est que c'est bien d'un côté de respecter le livre, l'auteur, mais je trouve que c'est plus important de respecter les intentions. Quand un auteur, il y a quelques siècles, écrit certaines choses, tu choques pas de la même manière, tu ne rends pas amical de la même manière. Il y a des choses, voilà, tu peux très bien être esclavagiste à une certaine époque et quand même être un mec bon dans un sens, si je m'exprime plutôt bien. Et je trouve qu'ici, ils arrivent à faire le parallèle, à faire assez bien, à moderniser quand il faut, voilà. Et il y a juste sur le 2, là où ils avaient eu l'occasion en or de moderniser comme il fallait, en changeant 2-3 trucs sur l'œuvre de Dumas, ils changent, et pour le pire. Et ça, je ne spoilie rien, je vous invite à aller voir. Mais le premier, déjà, on en avait parlé, le côté moderne pour moderne, il y avait changé Porthos en bisexuel. Je veux dire, même moi qui n'ai rien contre le fait ouais, mais ça, c'est un clin d'œil. Si c'est juste pour sortir, ouais, je suis bisexuel, et après, on s'en tape, ça n'apporte rien. Je me dis, mais à quoi ça serait ? Non, c'est de l'ordre du clin d'œil, donc c'est juste une petite phrase, ça ne joue rien dans l'histoire, pourquoi pas, quoi. Oui, mais bon, c'est juste pour être moderne, pour placer une phrase et puis après passer à autre chose, autant pas la mettre, quoi. Et sinon, pour finir, donc, parce que là, donc, on a fait le top 3 mousquetaires, et l'autre, à moi, ça serait The World We Leave Behind, le dernier produit sur je n'ai pas vu. Par Netflix, produit par les Obama. Produit par les Obama, c'est assez rigolo. C'est assez rigolo. Et franchement, le film, il m'a bien tourné. J'ai beaucoup aimé. Je suis très sensible à tout ce qui est cadre au cinéma. Et là, on a vraiment une encyclopédie du cadre. On a des compositions magnifiques. On a une... que ce soit dans les mouvements, dans les plans fixes, dans l'atmosphère. Donc c'est un film d'ambiance, hein. Forcément, les gens comme Mathieu qui ont besoin que ça bouge et qui aiment pas s'ennuyer au cinéma, ça va être compliqué. Mais en tout cas, je te conseille, si tu veux apprendre à savoir comment est-ce qu'on cadre bien, il faut regarder ce film. Non mais attends, c'est pas moi que tu vas apprendre à cadrer. Attends, moi en top, j'ai mis un film français et un film américain. Un film français, j'ai mis Je verrai toujours vos visages. Ah, mais j'ai rien vu, c'est une catastrophe. Je verrai toujours vos visages, c'est un film qui parle de la réinsertion des criminels ou des délinquants.
qui ont commis des délinquants. En fait, ils mettent d'un côté des délinquants et de l'autre côté des gens qui sont victimes d'agressions ou de crimes et ils doivent parler ensemble. Et je trouve que apparemment c'est vraiment tiré d'un truc qui existe vraiment. Et putain, mais quel film où on voit des performances tout le long, c'est vraiment très bien foutu. On a toujours Egdel, Exarchopoulos, elle a plus rien à prouver, mais même les Abekti, Gilles Lelouch, c'est vraiment un casting assez 5 étoiles. Et en film américain, mon grand étonnement, j'ai mis un film d'animation, parce que moi je suis pas très animation, mais j'essaie de m'y remettre depuis quelques années, et j'ai mis Spider-Man Across the Spider-Verse, que vraiment je trouve exceptionnel. C'est un des meilleurs films d'animation que j'ai vu de ma vie. En termes de direction artistique, je trouve que c'est fou. Alors même c'est un film où on a appris que les conditions de travail des animateurs, c'était pas foufou, ça s'était pas très bien passé, mais reste que c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Ah oui, non, mais c'est très très bien. Franchement, la qualité de l'animation, c'est un niveau, c'est magnifique. Je crois qu'on passe par 4 ou 5 univers différents, et à chaque fois, ça a son identité visuelle, ses codes, même sa cadence d'image, tu vois, c'est vraiment... Ah non, c'est très très bien. Et pour le coup, je n'ai pas vu le temps passer, c'est-à-dire que vraiment, quand t'es arrivé à la fin à suivre, j'avais même pas vu qu'il y avait déjà 2h15 ou 2h20 qui s'était passé, quoi. Ah non, mais ouais, franchement, oui. Et moi, justement, j'ai mis que de l'animation dans mes tops. Parce que j'aime beaucoup l'animation. Parce que t'as 15 ans. Ah, et ça y est. Non, le premier, je l'ai vu très récemment, c'est Mars Express. Franchement, c'est top. Enfin, c'est français, c'est super original. C'est juste un film d'enquête, en fait, techniquement, mais fait en animation, dans un univers futuriste où il y a plein de bonnes idées. On a l'habitude des films futuristes, super, il y a un téléphone qui vole et tout, super, c'est le futur. Là, il y a plein de bonnes idées, il y a plein de trouvailles super. L'animation, comment dire, elle peut refroidir l'animation quand on la voit les premières minutes. On se dit, il y a presque une économie de plan, on a l'impression, mais en fait non, c'est super. Et puis c'est créatif, il y a plein comment dire, tous les robots sont différents en fait. On voit que c'est pas du copier-coller aussi. J'ai trouvé ça super bien et c'est dommage parce que je crois que ça n'a pas tant marché. C'est pas resté super longtemps en salle ou que dans les grosses salles. C'est déjà plus en salle. Si, que dans les grosses salles, dans les grandes villes, je crois. Et après, ça a pas eu l'écho que ça aurait dû avoir et j'ai trouvé ça vraiment top, quoi. Après, vous l'avez pas forcément vu tous les deux. Non. Mais j'ai trouvé ça trop bien. Mais c'est sur ma liste. Ouais, non, faut le voir. Franchement, c'est super. Et l'autre film d'animation que j'ai vu cette année, c'était en tout début d'année, c'est Suzume, que j'ai adoré. Donc c'est par le réal qui avait déjà fait Your Name, qui est exceptionnel. Hein. Enfin, oui. Il est incroyable. Si vous l'avez pas vu, c'est un des meilleurs films d'animation qui ait jamais été fait. Enfin, j'aurais quand même jusque-là. Il est très bien. Non, mais il est très bien. Je vais très facilement jusque là. Et du coup, Suzume, qui est son nouveau film, qui est pareil, magnifique, l'histoire est top. J'ai pas grand chose à en dire à part que j'ai adoré, quoi. Enfin, c'était génial, donc voilà. On va passer au flop. Ouais, on va. Parce que le flop, moi, j'ai des bons. Alors moi, le flop cette année, ce n'est que des films à grosse licence. Alors après, il faudra rappeler que moi et César, par exemple, on n'a pas vu beaucoup de films en salle cette année, mais moi, j'avais quand même vu 2 qui m'ont bien marqué. C'est L'Anon 2. Donc la suite de l'Anon, dans le Conjureverse de James Wan, qui est vraiment un film que je trouve effroyable, vraiment nul à chier. C'est un film qui, pour moi, j'allais dire à 50 ans de retard, mais même des films d'horreur il y a 50 ans sont mieux que ça. Tu vois, c'est de nous faire un film d'horreur, mais à aucun moment c'est flippant. La lumière est ratée, on essaie de te faire un peu comme dans des scènes où il y a un clair-obscur qui arrive, sauf que c'est un clair-obscur, mais c'est quand même éclairé comme en plein jour, donc voilà, il n'y a aucun souci. Ça fait pas peur, il y a des situations de décor qui sont ratées à tout bout de champ, le jeu d'acteur ne veut rien dire, les enjeux sont nuls, enfin on a comme une personne qui essaie de retrouver sa foi, c'est tout son enjeu, c'est j'ai plus de foi, j'essaie de la retrouver. Elle tombe face à un démon à la fin du film et dit j'ai retrouvé ma foi. Tu dis mais t'as rien trouvé du tout, toi tu sais que les démons existent, donc c'est pas de la foi. Là, par exemple, je sais pas si vous avez vu le film Constantine, mais Constantine il expliquait bien, il disait moi j'y crois en Dieu, et les personnes disaient non tu n'y crois pas, toi tu sais, c'est totalement différent. Et ben là c'est la même chose, la personne quand elle retrouve sa foi, tu dis mais c'est pas de la foi, ça c'est quand on est au courant. Et le deuxième c'était ça dénonce, hein. Ah bah ça dit très énervé là, ouais. Et le deuxième c'était Equalizer 3. Voilà, j'espère le dernier de la trilogie d'Equalizer de Antoine Fuqua avec Denzel Washington. Voilà. Alors là-bas, je suis pas très attaché au Equalizer, ni le premier ni le deuxième. C'est des films que j'aime bien voir. Je trouve que c'est un peu un plaisir coupable et il y a un peu un truc un peu jouissif de voir Denzel Washington casser la gueule à des méchants.
Et même là, ce côté généreux dans le cassage de mâchoire, tu l'as même pas, quoi. Les scènes sont expédiées, je crois qu'il y a des scènes d'action qui durent à peine 10 secondes, c'est vraiment nul à chier. Denzel Washington n'en a rien à foutre d'être là, Antoine Fuqua n'en a rien à foutre de réaliser son film. Non mais vraiment, personne n'a rien à foutre dans ce film. Tu sens qu'ils ont pris leur cachet, ils ont fait le minimum syndical de... C'est pas le cachet qu'ils ont pris, c'est la dragée Fuqua. Ils viennent là juste pour pomper leur truc, et en plus ils ont ramené l'actrice de Man on Fire dans celui-là, et putain bon, c'est juste pour la com, c'est juste histoire de dire regardez, on a ramené Denzel Washington et Dakota Fanning, je crois que c'était elle qui joue dans Man on Fire, on a juste ramené ces acteurs là, mais elle ne sert à rien dans le film, c'est vraiment... mais je me suis fait chier, et pourtant le film je crois que c'est le moins long des trois, il dure même pas 2 heures. Tu trouves quoi le moyen de te regarder ta montre 5 fois dans le film? C'est insupportable. Voilà, pour moi, c'est mon flop. Eh ben, dis donc, très énervé le monsieur. Ah non, mais... ouais, faut pas le faire chier, toi, aujourd'hui. Vous l'avez senti très énervé. Moi, c'est pas des films qui m'ont... C'est des films qui m'ont déçu, en fait. J'ai fait exprès de prendre des grosses licences parce que j'avais des attentes naïvement sur ces films. On va passer rapidement sur le premier. C'était le film Le Manoir de Disney. Le Manoir hanté. Le Manoir hanté, pardon, de Disney. Qui avait été vendu comme le nouveau Pirates des Caraïbes. On nous disait ah oui, on avait fait le film sur l'attraction Pirates des Caraïbes, c'était génial. Bon, c'était génial. Maintenant, on va faire la même chose sur le manoir, et au final, je me suis un peu ennuyé. C'était pas marquant. C'était même pas joli en fait, spécialement. Le film est chiant. Hein, ouais, c'était pas terrible en fait. Alors, j'ai pas passé un mauvais moment. Je le reverrai peut-être, mais. Ouais, c'est pas marquant, quoi. Pas un film incroyable. Mais en fait, le film se termine, tu te dis, le film n'a rien raconté, quoi. Ouais, c'était merde. Voilà. Et là, on va peut-être pouvoir un peu plus en parler. Le deuxième flop, c'est Indiana Jones 5. Bah ouais, alors moi, je suis pas rentré dedans. Alors, la scène d'intro est super. Tout le monde l'a dit, je le redis, la scène d'intro est vraiment pas mal. Mais le 4... T'es mieux en fait finalement. Non. Est-ce que c'est comme Pirates des Caraïbes c'est le même truc. Ou Pirates des Caraïbes 5, tu regardes le 4, tu te dis il est nul, et quand le 5 sort, tu fais le 4 était pas si mal. J'ai eu la même chose. Non, alors, je suis d'accord avec vous pour Pirates des Caraïbes, mais pas pour Indiana Jones. Non, je suis désolé. Là, je dis il a fait mieux que le 4. Alors je ne l'ai pas vu. On a des années-lumière du 3, bien entendu. On est là pour choquer personne. Mais non, le 4, non, c'est une bouse finie. Là, il est rigolo, il y a des trucs pas trop mal. Moi, je suis pas complètement. Indiana Jones 4. Vraiment, plus je le revois, plus je me dis, c'est ce qu'on disait, il est décevant, mais il est pas mauvais. Ouais, c'est Il y a Shia LaBeouf dedans, les gars. Ouais, il y a aussi Transformers 3, et c'est un très bon film, Transformers 3, je suis désolé. Ah, mais arrête. Non, je peux pas rester dans un podcast où on dit des inepties pareilles, excusez-moi. Non, tu t'excuses. Non, mais je sais pas, moi j'ai été déçu, je trouve que Harrison Ford, il a pas envie d'être là, il arrive pas à courir. En fait, il y a ce personnage là qui vient le chercher, j'ai oublié le nom de sa nièce, je sais plus du tout. Sa filleule. Sa filleule qui vient le chercher, et en fait j'avais l'impression de voir les producteurs qui venaient chercher Harrison Ford en disant allez viens en refaire un, lui fait oh non j'ai pas envie. C'était ce qui s'est passé d'ailleurs. Mais en fait moi je préfère qu'ils assument ça plutôt que de dire Indiana Jones même à 75 ans il va faire du saut élastique avec son lasso, il va faire tout ça. Enfin non, il y a un moment fait même pas du saut élastique avec son lasso. Mais c'est bien, c'est un vieux, il est dépassé, il a presque envie de crever. Il y a pas d'Indiana Jones dans ce film, il y a pas de pas mal. On touche des choses beaucoup plus importantes, du fond beaucoup plus pour un gros film américain gros budget comme ça que dans le 4, un truc comme ça où c'était encore divertissement à 2 balles. Oui, mais après ça a toujours été du divertissement Indiana Jones. Enfin, je veux dire là je trouve que il y a pas le côté Indiana Jones, il y a pas de scène d'action on a 2 poursuites de suite, 2 courses-poursuites en tuk-tuk, ou je crois que c'est en tuk-tuk, je sais plus, où ça avance pas, enfin si justement ça avance trop pour un tuk-tuk et ils nous en mettent 2 de suite. Il y a même pas une scène, enfin je sais pas, tu dis Indiana Jones, les gens pensent temple perdu, jungle, machin, on n'a rien de tout ça. Un peu ce côté-là, c'est vrai. Il manque le côté Indiana Jones. Est-ce que c'est pas là aussi pour apporter un vent de fraîcheur à la saga, parce que je l'ai pas vu, mais quand tu me disais, je me dis aussi ça peut mettre des côtés des nouvelles choses. Un Indiana Jones dans une forêt ou dans un truc, on essaie de faire autre chose. Et le film Uncharted était un meilleur Indiana Jones. Oh non, voilà, que Indiana Jones 5. Putain, c'était beaucoup trop de pognon dans un truc qui valait pas la peine. Ouais, mais c'est un meilleur Indiana Jones
que cette Mais j'ai une Indiana sortie, Jones. c'est Indiana Jones. Donc, Bah oui, mais bon, voilà. Donc, Parce que tu vois, tu parlais de faire honneur à Indiana Jones, on n'a pas besoin de faire la même recette. L'acteur, il a vieilli. Moi, ça me plaît si quelqu'un qui s'occupe, un réalisateur qui a une saga assez connue, de dire, ok, il va faire évoluer son personnage. Son personnage, il n'a plus 30 ans, il n'est plus capable de faire ce qu'il fait. Il a d'autres problématiques. C'est toujours un archéologue de renom, tout ça. Mais forcément, le film doit être différent. Assumer de faire ça plutôt que de dire, on va refaire encore pareil, même si l'acteur est vieux, et après, on va lui donner un. C'est l'impression que j'avais dans le 4. Dans le 4, c'est l'acteur est vieux, mais sans encore Indiana Jones, et t'inquiète pas, j'ai déjà un petit jeune, on peut te refaire les mêmes films avec les mêmes trucs. Non, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux un petit peu de fond, je veux une évolution et tout ça, et j'ai l'impression d'avoir eu cette évolution dans 5, même si c'est pas exceptionnel, même s'il manque une fin magnifique pour dire ok, on clôt Indiana Jones avec Harrison Ford et avec on cesse une possibilité parce qu'il y a des producteurs derrière bien entendu, mais j'ai bien aimé ce côté-là. On a fait évoluer le personnage et donc la saga, et pour moi c'est normal, et on rejette pas tout sur au fait t'as un enfant, il est comme toi, ça va être bien, il va ouais, juste mais neutraliser malheureusement, la- c'est pas un film d'Indiana Jones. Enfin, je sais pas, il y a pas cette. Puis il y a même pas le thème déjà pour commencer. La musique n'est même pas présente ou Non. 2 fois dans le film. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ah non, mais il y a plus rien. Ils ont pas eu les droits peut-être. Parce que moi je vois Harrison Ford, moi ça chante dans ma tête. Est-ce que c'était vraiment Harrison Ford? Bah ouais. j'ai vu qu'apparemment Le rajeunissement. Ouais, le rajeunissement, selon les scènes, n'était pas très très bien. Alors c'est assez inégal, mais il y a des fois Franchement, il tape c'est- vraiment dans le mille. Ouais, C'est hallucinant. Il y a des fois, C'est c'est hallucinant. pour ça que j'en parle, cette scène d'intro, je la trouve très bien. Mais tout ce qui suit derrière, ça m'a un peu déçu, quoi. Je trouvais ça dommage. Et surtout que Spielberg était arrivé en disant oui, j'ai vu le film, c'est exactement ce que. Attends, oui, bon, attends, il est producteur, bien sûr. Non, mais surtout j'ai que- vu le film, c'est exactement ce que j'aurais fait moi, machin. Je fais, ah bah ouais, Non, mais c'est ça, bon. on va pas juger un film à travers les déclarations de chacun, je veux dire, parce que sinon on va aussi juger un Oui, film. mais à là, c'est travers le papa marketing d'Indiana et tout. Jones qui parle. Enfin, Oui, non, mais je veux dire, on a aussi eu, James Cameron qui nous a vendu à chaque fois ce Terminator en disant le Terminator il est exceptionnel et tout, Oui, et mais le c'est vrai Terminator, que. plus on arrive, plus c'est nul à chier. Et pourtant, à chaque fois sur l'affiche, on a droit à James Cameron qui dit oh, c'est quand même génial et tout. Donc maintenant, on sait que, enfin, moi, maintenant, à chaque fois qu'un réalisateur parle d'un autre film qu'il n'a pas réalisé, qu'il a juste produit, qu'il a produit et tout, tu sais que c'est un argument commercial. Oui, C'est non, mais que, bien sûr, voilà, mais bon, donc, je sais c'est- pas, c'est rien que ça. je pensais que Papy Spielberg était honnête. Bah non, même Ah pas. Tout fout le camp. Non, c'est Gary Oldman qui est honnête. Et toi, tes flops? Mes flops, il y en a eu pas mal aussi. Attends, Alors, du regardera coup, que je deux reviens. pour Donc, le on en a déjà parlé un peu de Trois Mousquetaires Milady, parce que j'ai trouvé vraiment une grosse différence entre les deux. Et sans spoiler le film, c'est surtout le côté. Ils avaient l'occasion de moderniser le film. On est sur Milady. Alors, déjà, le premier D'Artagnan, on parle beaucoup de D'Artagnan, c'est bien, contrat rempli. Là, on est sur Milady. Très sincèrement, c'est pas l'actrice qu'on voit le plus dans le film. On est encore. Je pensais qu'on serait beaucoup plus sur elle, qu'on allait peut-être essayer de moderniser. On a hashtag MeToo, on a un truc comme ça, on a beaucoup de choses sur la place de la femme dans la société. En tout cas, la bande-annonce te vend vachement ce côté Milady un peu contre le patriarcat, quoi. Exactement, ça pourrait le vendre, et ça ne va pas au bout de ça, justement, parce que ça peut être une femme blessée. Même Dumas avait déjà mis des indices pour ça là-dessus. Après, ils sortent, ils prennent leur distance avec l'œuvre originale. Moi, très très bien, tu changes de format, tu changes d'époque, tu peux réadapter, il n'y a pas de problème. Par contre, adapte-le de manière pertinente et intelligente. Et là, j'ai l'impression qu'ils vont contre, ils la rendent encore. Non, je vais pas raconter, je vais pas trop spoiler, mais en tout cas, allez le voir, faites-vous une idée et dites-vous bien que c'est une Tu grosse l'as mis dans merde. tes flops, ça te donne pas super envie d'aller le voir, quoi. Certain. Ouais, moi, je Le le deuxième deuxième, mais est je pire, pense de que toute j'allais façon. pas le voir au cinéma. Donc, Globalement, faites-vous votre propre avis, quand même. Parce que surtout celui de Norbert, c'est une catastrophe. Oui, remettez-le beaucoup en généralement. question. merde. Bon, de toute façon, on va passer sur le film qui va discuter pour le plus de débats. Hein, c'est le film de la semaine. C'est le film de la semaine. Ouais. Attention, ce générique est protégé de droit. Bravo. Merci pour cette intro. Donc, le film de la semaine portera sur Rebel Moon, qui est sorti il y a quelques semaines, réalisé par Zack Snyder, diffusé sur Netflix. Tout à fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour résumer le plot du film? Tiens, César, toi qui as... Oh putain. Ah bah, c'est des paysans. Alors, c'est un super film. C'est un monde spatial. La galaxie est un petit peu colonisée et il y a des endroits un petit peu à l'écart de la grande capitale, de la grande planète capitale, qui sont tranquilles. C'est des petits paysans. Ils sont un peu loin de la guerre. Il y a une fille qui est là-bas. On ne sait pas trop d'où elle vient. Elle avait peut-être un petit peu un passé dans cette capitale. Et forcément, il y a des grands méchants soldats qui viennent pour dire on voudrait bien un petit peu de votre bouffe, les paysans. Filez-nous du blé. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer après? Des grands méchants arrivent. Il faut que les gentils montent une équipe et qu'ils cassent la gueule aux méchants.
Je crois Voilà. que t'as bien résumé. Globalement, c'est ça. hein. Bah, j'ai pas résumé, là j'ai lu mot pour mot le pitch du réalisateur. Hein. Ils ont bossé, hein. C'est sur une nappe de restaurant du Flunch. Alors déjà, avant de dire ce qu'on pense du film, on va un tout petit peu J'ai brièvement... donné aucun indice personnellement. On va brièvement parler de ce qu'on pense du cinéma Zack Snyder. Moi, c'est un cinéma que j'aime plutôt bien. Je trouve que c'est un peu mon droitard préféré, un peu Zack Snyder, parce qu'il y a quand même une culture de la virilité, du virilisme qui est quand même très poussée. Je veux dire, entre ses films 300, même que quand c'est lui qu'on a pris pour réaliser Man of Steel, ça m'a vraiment pas étonné. Bien sûr. Moi, j'aime pas mal de ses films. Le seul film que j'aime pas, c'est Sucker Punch, parce que je trouve que c'est quand même un film qui arrive à faire un contre-camp magistral, parce que ça veut dénoncer le sexisme et la sexualisation des personnages féminins, et mine de rien, il arrive très bien à le faire lui-même, de sexualiser les Ouais, personnages. mais je pense que c'est assez rigolo ce décalage, quoi. Oui, Voilà. mais quand même, tu peux pas arriver à le dénoncer si tu le fais toi-même, quoi. Ah, mais pourquoi une féministe peut pas être en mini-jupe? Tu vois, enfin, il y a un moment. Non, mais tu peux être en mini-jupe sans sexualiser la mini-jupe, quoi. Ouais, oui, aussi. Mais non, moi, je trouve ça rigolo. C'était pas fallacieux. Et mine de rien, quand il est arrivé sur Netflix, son Army of the Dead m'a quand même moyennement convaincu, même si je resterai quand même un de ses défenseurs. Rien que pour sa Snyder Cut, que j'ai trouvé vraiment bien foutu, même si je trouve que comme on lui a donné tous les pouvoirs sur ce montage, on a un peu le meilleur et le pire de son cinéma. Mais voilà, à part Sucker Punch et Army of the Dead, moi j'aime plutôt bien son cinéma. Ah, je suis assez d'accord, je suis assez fan de sa patte graphique 300 qui m'avait beaucoup marqué, même si au tout début je voyais les images, je fais il y a ça au cinéma, mais ça va être moche, c'est quoi ces effets? Et j'étais rentré dedans, ce côté, cette hyper graphique. Ce côté hyper graphique, j'aime beaucoup. Moi, dernièrement, c'était plus Justice League. J'ai pas trop aimé. J'ai regardé cette Director's Cut, c'est intéressant, mais bon, voilà, l'intérêt de durer 4 heures en semi-noir et blanc. C'est pas semi-noir et blanc, c'est une espèce de. En fait, c'est un étalonnage qui a une teinte de gris. Et ça a que joué sur les teintes de gris. Donc, mais j'ai ça, ok, so what. Donc j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Donc là, j'avais un petit peu d'attente. Moi j'aime plutôt Zack Snyder. Je pense que je l'ai découvert comme tout le monde avec 300. Pareil, cette patte graphique. On a l'impression de regarder des tableaux. Enfin, chaque plan est un tableau en fait qui est de la mythologie grecque. Enfin, il a sa patte, quoi. Oui, graphiquement, on reconnaît tout de suite un film de Snyder, quoi. 300, j'aime beaucoup. Man of Steel, j'avais trouvé ça vraiment pas mal. Bah ouais, même Watchmen. Watchmen, ou même. Moi la Snyder Cut Justice League, enfin, quand même, le gars, il a réussi à me faire regarder un film de 4 heures en 4 tiers noir et blanc. Il n'y a rien de l'action. Et puis, ouais, je trouvais qu'il sait prendre le temps. Enfin, il a un vrai. C'est pas tout ce que je dirais que c'est prendre son temps, mais. Bah si, justement sur Justice League, sur sa version à lui, il y a des plans assez longs qui sont très contemplatifs et tout. C'est quand même un film à part parce que. Là où Denis Villeneuve il se loupe complètement sur tous ses films. C'est pas possible. je vais le taper. On va le défoncer. Non mais Justice League, son montage est quand même à part parce que c'est pas un truc qui sort au cinéma sans qu'il sorte de la plateforme. Il a eu 100% de liberté. Donc c'est vraiment un truc à mettre sur le côté. Bien sûr qu'il s'est fait plaisir. Mais moi j'aime bien voir ce qu'un réalisateur a à nous proposer quand il a 100% de liberté. Moi je trouvais ça super. Mais c'est pour ça que je dis, en ayant 100% de liberté, on a vraiment eu le meilleur et le pire de son cinéma. Ouais, carrément. Et ouais, moi c'est comme beaucoup, je pense c'est plutôt graphiquement quoi que ça me marque. On pourrait arrêter le film à chaque instant, mettre un petit cadre autour et le mettre sur son mur, c'est un tableau quoi. C'est magnifique à chaque fois. Maintenant qu'on parle de Rebel Moon, moi c'est un film qui m'a pas beaucoup convaincu, même si je le défoncerai pas. Je trouve que en fait c'est un film que je dirais que c'est moyen plus, tu vois. C'est vraiment un truc où je vois tous les défauts. Je vois ce qu'il y a de mauvais, mais je ne comprends pas pourquoi les gens disent c'est une catastrophe ou c'est une bouse. Je trouve que voilà, quand on parlait des flops, on a eu quand même des trucs bien plus pires que ça. Mais on va laisser peut-être César en parler, parce qu'il me semble que César, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas aimé. Alors oui, parce que moi je l'ai mis dans mes flops. Si on avait continué un peu les flops, pour être très sincère, j'avais mis Rebel Moonfall dans les flops. Parce que Moonfall, c'est du 2022, mais la blessure était encore ouverte. Oh non, mais giga déçu, je comprends pas. C'est convenu. Je me suis fait chier. Je dis, il y a tout pour plaire. Donc, la genèse, grosso modo, le film a voulu être vendu à Star Wars. Il l'a proposé. Il s'est pris un râteau. Netflix est arrivé, on refait. Ok, donc forcément, ça va ressembler un peu à Star Wars. Il arrive à s'en extirper un petit peu, tant bien que mal. Mais putain, il prend aucun risque. Il sort pas vraiment plus que ça de
de cet univers. Donc on a l'impression de voir un Star Wars de très mauvaise facture. Les acteurs sont moyens, tu recherches du charisme, tu n'y crois pas. Quasiment la totalité du film se fait sur la conception d'une équipe. Donc cette jeune femme qui va essayer de se monter une équipe pour résister face à l'envahisseur, encore et toujours. Ça, c'est le truc qui est le plus efficace. Tu regardes les Missions Impossibles, les Ocean's 11, tu fais ça en un quart d'heure, pop, tu trouves 2-3 mecs qui ont du charisme, tu expliques 2-3 rapidement d'où ils viennent, leur motivation, et c'est parti. Là, tu passes un quart d'heure, 20 minutes sur chaque personnage, tu comprends pas leur motivation, tu cherches encore leur charisme, et je suis désolé, moi j'y crois pas. Alors oui, les effets visuels sont beaux, mais c'est pas non plus exceptionnel. Il a coûté moins cher parce que ils ont payé donc. Non, j'avais le tarif là. C'est 180 millions pour 2 films. C'est ça. Alors que 300 avait coûté 60 millions. Tu vois, 300, je le trouve beaucoup plus travaillé. Alors c'est après, pas les mêmes effets spéciaux, c'est pas les mêmes univers. contraintes non plus. Et surtout, tu parles de budget, mais on compte pas l'inflation. Parce que, tu vois, oui, il y a ça aussi. Mais la DA, je disais, t'as encore le méchant. Alors le méchant, voilà, on est encore avec des pseudo-nazis, méchants pseudo, tu peux même enlever le pseudo, c'est des nazis. C'est dans le costume, on a un méchant il se cache pas. Le Moi, mec, quand il met son chapeau, j'ai fait, ah oui, donc là, on se cache même plus. Mais voilà, et je me dis, alors, à la rigueur, moi, ce que j'aurais aimé, c'est que, ok, qui crache à la face de Star Wars, ok, vous me les refusez, ok, je vais me moquer de vous, je vais me moquer de vos conventions, de vos règles, faites ça. Je vais te ramener des gars du bestiaire de Star Trek, rien que pour faire chier, tu vois, et faire des trucs que tu te fais pas. Le gars du bestiaire de Star Trek, j'ai trouvé que par exemple la meuf qui joue, la personne qui joue l'araignée, la tête humaine, la tête me fait beaucoup penser à un antagoniste, les gens Machine, tu vois, qui est beaucoup, je sais plus comment il s'appelait, mais les gens qui berçaient dans le transhumanisme dans Star Trek. Je trouvais que la reine, elle avait vraiment la même gueule. Ça fait pas mal, il faut aller plus loin. Mais au final, j'ai l'impression que je suis pas devant un film de science-fiction, je suis plutôt devant un film de comics. Et franchement, super déçu. Moi, je suis un peu entre les deux, en fait. Je l'ai regardé et je me suis dit, c'est sympa. J'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est vrai que c'est pas marquant, c'est pas... on voit les ficelles, enfin c'est très manichéen, quoi. Je veux dire, le grand méchant qui est... En fait, j'ai l'impression de voir un grand méchant des années 80, quoi. Comme on voyait, il revient tout le temps. Et puis, en fait, je trouve que ça se fait plus trop... je trouve que le scénario, c'est vraiment ce qui pêche le plus dans le film. C'est son scénario qui, déjà, est ultra manichéen. La narration, c'est pas très aidé, parce que la narration, c'est vraiment à chaque fois, on va chercher quelqu'un... On le présente, scène d'action, mais on récupère. Ça se répète. On va sur notre planète, on présente un mec, scène d'action, et puis des fois ça va trop récupère. vite. Enfin, Oui, et on voit les coupes, c'est-à-dire que pour ceux qui ne savent pas, donc il y a 2 versions de ce film. La première version, c'est celle qu'on a vue, et il y a une director's cut qui devrait arriver. On ne sait toujours pas courant, il n'y a toujours pas aucune date là-dessus. Spécialiste des director's cut. Avec au moins une heure en plus de film. Et oui, les coupes se voient vraiment dans le film. On avait parlé de la coupe, je trouve qu'ils se voient plus, c'est quand ils arrivent sur la planète où ils doivent chercher l'Asiatique avec un chapeau et des sabres. La scène commence, ils se sont déjà rencontrés, ils sont en train de descendre dans un ascenseur, on ne sait pas où, on ne sait pas quoi. Et tu te dis, ça commence déjà comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'on est censé aller chercher des gens, on peut même pas avoir la scène où ils se rencontrent. Quand tu arrives dans l'ascenseur, tu fais super, mais ils vont chercher quoi mais je trouve que globalement, on voit énormément les influences, et en fait, c'est déjà vu, quoi, en fait. Il n'y a pas de surprise, c'est pas mauvais. Moi, c'est pour ça que je suis un peu entre les deux. J'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est juste que le film ne m'a pas surpris. Je trouve que visuellement... Alors par contre, oui, visuellement... Visuellement, ça marche toujours du feu de Dieu, je trouve. Non, pas du feu de Dieu, ça marche, mais pas du feu de Dieu. La photographie est quand même très belle. Par contre, les effets spéciaux, moi je trouve qu'ils sont très inégaux. Il y a quand même des plans où c'est très bien, et il y a d'autres moments, comme par exemple la bataille finale sur l'espèce de plateforme. Là, tu vois que c'est un tout petit bout de décor qu'ils ont pris sur fond vert et tout. Les flares, les flares, ça peut être beau, mais alors les flares dégueulasses, roses, baveux, non. Et puis le monde qui me vend, il me fait pas rêver, quoi. Enfin, je sais pas, les vaisseaux, j'ai l'impression de les avoir déjà vus 50 fois, ces designs, les espèces de créatures qui nous ramènent. Super, il nous a fait sa scène de la cantina. Il nous fait la scène de la cantina, il nous fait la scène de l'hippogriffe, ou c'est la scène d'Avatar. En fait, globalement, c'est vu et revu, quoi. En fait, c'est pas mauvais, mais c'est peut-être un espèce de... Voilà, la SF en est là, voilà ce qu'on sait faire. Mais je veux dire, Star Wars, c'était déjà un patchwork de beaucoup de films, quand tu regardes Star Wars. Non, mais bien sûr, mais ça se voit déjà un patchwork de la Cité Interdite. Ce qui était bien, c'est que c'était lié, il y avait une unité dans tout, dans l'univers, et surtout dans l'histoire scénaristique. Là, j'ai l'impression qu'il y a encore ce que j'appelle le complexe de l'étoile noire. C'était déjà pareil dans le Creator. T'as des films de SF, on t'explique qu'il y a un gros vaisseau, il y a un gros truc comme ça qui est indestructible, personne ne peut rien contre, et t'as une poignée de personnes qui y vont et qui arrivent contre toute attente à s'en sortir.
C'est ce qui se passe dans Star Wars aussi. Ils détruisent une étoile noire avec un petit vaisseau, d'accord. Mais ils t'expliquent tout le long du film comment ça se passe et pourquoi et comment tu fais pour arriver jusque-là. Alors que là, c'est genre, à la fin, t'as un petit combat final et hop, avec un. Là, j'ai l'impression vraiment que un gros vaisseau indestructible se fait tuer à coups d'épée, quoi, dans le film. Et tu dis, what the fuck. Et c'est. Enfin, mais c'est pareil. Du coup, aussi, t'y crois pas. Tu dis, c'est juste, il n'y a jamais personne qui a pensé à se rebeller, quoi. C'est tout. Ça te ramène encore le méchant, et puis une fois qu'ils arrivent à tuer le méchant, il y a un méchant au-dessus, et puis en fait, t'as l'impression que ça s'arrête jamais. Il n'y a pas l'enjeu, en fait. Je trouve que. En fait, ça casse tous les enjeux, je trouve. T'as jamais l'impression que les héros ont réussi quelque chose. Pareil, on te fait démarrer avec ce fermier qui va juste être en arrière-plan et avoir à un moment une petite action héroïque. Et en fait, lui, on s'en fout. En fait, c'est vraiment le syndrome de... On te présente à chaque fois un nouveau personnage qui est ultra fort, mais juste derrière, on en trouve un encore plus ultra fort. Donc lui, il est tout en arrière-plan et ultra tout. fort et tout. J'ai pas eu le système de upgrade. Je trouve que justement, on nous montre pas à quel point ce personnage est important. Ils vont le chercher, on sait pas vraiment pourquoi. Non, puis même, ils se font tous bloquer de la même manière. En fait, ils ont beau être très forts, ils auraient pris n'importe qui. Je me suis pas forcément attaché au personnage. J'ai pas trouvé leur particularité. Pourquoi eux en particulier ils allaient chercher. Ça m'a pas paru. C'est les Avengers de Echo Plus, quoi. Enfin, je sais pas. Les Avengers, on les avait un film, on les avait introduits que là, tu vois. Ou les Gardiens de la Galaxie, je sais pas. Mais Les Gardiens de la Galaxie, c'est encore différent parce je crois qu'ils sont moins que c'est le nombre de personnages. Et surtout, comme vous disiez, ça fonctionne sur les archétypes qu'on a vu et revu. Donc, ok, ça fonctionne parce qu'effectivement, que ce soit l'ancien mécanicien ou l'ancien chef de la rébellion qui a été capturé. Puis, c'est ça. Bon. Je trouve qu'effectivement, c'est vraiment le scénario où ça pêche. Mais je trouve que Zack Snyder a toujours nous montré des univers qui a justement avec des images fortes, une photographie qui est plutôt assez léchée, un rythme toujours prenant parce que le film dure 2h20 et moi il est passé comme une lettre à la poste, alors que pourtant, comme la narration est super répétitive, on aurait pu se faire chier. Mais je trouve que ça fonctionne toujours autant. Moi par contre, la fin, il y a tout ce que j'aime pas dans les fins de film. Je trouve que Avatar a le même problème de fin, c'est on bat un méchant et finalement on va le réavoir dans le film suivant, mais on l'a déjà battu une fois, donc en fait l'enjeu est totalement détruit. Si on arrive à le battre une fois, on arrivera à le battre 2 fois. Non, mais on sent il y a un peu un fourre-tout, ça manque de liant, on comprend pas les motivations. Je reviens encore sur le charisme d'étagère Conforama des acteurs. mais après il y a 2-3 trucs pas mal aussi. Moi j'ai bien aimé, il y a 2-3 thèmes sympas qui sont apportés avec les robots qu'on voit quasiment pas, mais à un moment j'essaie de pas trop spoiler, mais il y a, je crois, dans un bar un robot qui sert un verre, il en met à côté. Ouais. Ça, c'est un truc tout con, mais ça j'adore. Enfin, tu vois, ok, les robots ils sont pas parfaits. Pareil, t'apprends qu'il y a des robots qui protégeaient un roi et quand le roi est mort, ils étaient tellement déçus qu'ils ont posé les armes et ils arrêtent d'obéir les humains et ils font plus rien. Alors ça, tu vois, ça c'est un truc que j'ai pas aimé ça aussi. Mais ils en parlent pas après. Moi je dis, ok, vas-y, va. Je pense que c'est peut-être pour la suite. C'est pour la suite. Ils préparent des trucs comme ça, mais je dis, mais déjà dans le 1, alors peut-être que dans sa director's cut, il va en parler un peu plus, mais là c'est le seul truc qui avait été, un peu bien, un peu moins vu, ok, un peu original. Et c'est du fond. Avec la voix d'Anthony Hopkins. Ouais, c'est Anthony Hopkins le robot. Je l'ai repéré tout de suite. C'est un truc que je trouve qu'il lâche comme ça et qui dit ça je le lâche et je le développerai dans la partie 2. Mais non. Mais là c'est le syndrome bande-annonce pour le 2 quoi en fait. Voilà, son film était pourri. Mais par contre oui, encore une fois visuellement, il y a des plans qui sont marquants, cette espèce de juste ne serait-ce que l'intro avec cette lune derrière ou une planète. C'est une lune. Ça c'est pas mal où justement le moment où ils vont chercher l'ancien commandant de l'armée de je sais plus quoi, qui est au milieu des colonnes, là c'est très Zack Snyder, c'est très c'est un tableau quoi, ça prend son temps pour qu'ils prennent bien la pose devant et tout, enfin c'est joli hein, mais à part ça moi j'ai pas été convaincu, non. J'attends la suite, mais je suis même pas si j'ai spécialement envie de la voir. Déjà, moi j'attends la director's cut pour vraiment me faire un avis final sur ce truc, parce que s'il y a eu plus d'une heure qui a été coupée de ce film, peut-être que c'est l'heure en fait qui est l'heure intéressante qui a été coupée. Ah oui, mais après, regarde, si tu prends Justice League, de la version qui est sortie au cinéma à la director's cut, ça n'a rien à voir du tout. Ça n'a rien à voir parce que déjà il y a de l'action qui a été coupée, mais en plus il y a Josh Whedon qui a fait tous ces reshoots. Là il n'y a pas de reshoot qui ont été faits, enfin par une autre personne autre que lui, mais il y a quand même plus d'une heure qui a été coupée, donc ça se trouve. Et du coup, et c'est où l'intérêt? Parce qu'autant tu fais ça au cinéma parce que t'es pris par un studio, d'accord. Là Netflix, putain, ils font chier. Tu sur une plateforme, tu t'en fous que ton film il fasse 2 heures ou 3 heures. C'est mon avis, j'ai l'impression que c'est surtout Snyder qui aime bien maintenant faire une version cinéma. Parce que comme tu dis, Netflix, ils ont rien à foutre. Si tu veux faire un film de 3 heures, tu fais un film de 3 heures. Je veux dire, ils l'ont fait pour Scorsese. Je vois pas. J'ai l'impression que c'est vraiment une décision purement snyderienne de se dire maintenant je fais toujours plusieurs montages pour mes films parce que j'adore faire ça. À chaque fois, c'est la director's cut qui est le plus vue. Non, puis surtout Netflix, ils se disent mais génial, comme ça on va sortir 2 films.
Il y aura 2 versions, que ça va faire 2 versions. Donc nous, c'est Oui, on va, pour nous, tu vois. et nous, comme un con, j'aime pas, je vais le voir 2 fois, quoi. Voilà. Et ça, bien entubé, César. Et en plus, ce qui m'a vachement surpris de la part de Netflix, c'est qu'ils ont déjà commencé, ils ont sorti la bande de la partie 2 le lendemain de la diffusion de la partie 1. Alors que normalement, on sait que Netflix, ils diffusent leur bande-annonce très tard. Ils diffusent leur bande-annonce 1 semaine, allez 2 semaines avant la sortie du film. Et là, ils sortent la bande-annonce, quoi, 4 mois avant le film. Je crois que c'est la première fois que je vois ça pour Netflix, donc ça m'étonne vraiment. C'est pour justifier, attendez, l'entrée était pas top, mais le plat sera mieux, vous inquiétez pas. Bah, c'est surtout déjà on verra le plat avec un autre dressage Ouais. et on verra le deuxième. Mais pour moi c'est un film où c'est comme c'est un diptyque, ça a été tourné les 2 en même temps et tout. Faut vraiment attendre l'œuvre en entier pour juger. En tout cas c'est vrai que là la partie 1 version cinéma on va dire m'a pas trop convaincu. Bah moi en plus, oui, ça m'a vraiment déconvaincu totalement. Et puis j'aimais bien tous les films avec Moon dedans. Et là, coup sur coup, il y a eu Moonfall, Robin Moon. Moonfall que je n'ai pas vu mais qui a l'air c'était un Alors qu'avant chef-d'œuvre, t'avais ça Moon, aussi, hein. t'avais Moon 44, t'avais Man on the Moon. Mais du coup là, je vais pas oser aller voir Killer of the Flower Moon. Ouais, non, mais ouais. Et puis le méchant, ouais, je sais pas, moi, il m'a pas. C'est le méchant nazi de base, quoi, en fait. Je sais pas, on l'a déjà vu, quoi, ce monsieur, non? Mais on a déjà vu un paquet de choses. Hein. Par contre, j'avais déjà vu l'acteur, je sais pas où je l'ai vu. Bon, en tout cas, elle, c'est la momie, déjà, ça, je me suis souvenu, mais lui, je sais plus. Puis elle a fait Star Trek aussi, je crois, le dernier. Ouais. T'es sûr? Star Trek Horizon. Ouais, quasiment, ouais. Boutella, elle est toute blanche. Ah oui? Ah bah écoute, je suis passé à côté. Donc on enchaîne, monsieur. Bah on va faire un petit jeu. Je crois que tu nous as préparé un petit truc. On va arrêter avec les jeux. La dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre. Alors, je vais vous expliquer le jeu pour les auditeurs et pour vous. C'est très simple, je vais sortir des anecdotes qui sont arrivées sur des tournages ou simplement des faits sur des réalisateurs que je vais essayer de vous faire deviner. Je vous donnerai un petit trope et après vous aurez le droit de me poser des questions pour les deviner. Les questions, c'est que des questions où je peux répondre par oui ou par non. C'est facile. Il a rien écouté. D'accord. En parlant, si je vous dis que Django Unchained. Django Unchained, le film. Voilà. Yes. Ouais, c'est un western. Et ben, il s'est passé quelque chose pour Leonardo DiCaprio qui n'était pas arrivé depuis 16 ans dans sa carrière, sur ce film-là. Il s'est coupé la main. Et il a improvisé. Oui, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Ah ouais. Et il a fait ça. moitié son sang. C'est pas vraiment un truc qui lui est arrivé, mais c'est un fait le concernant sur un film. Il y a une gastro du turfu, un truc. Il a eu un date avec une meuf de plus de 18 ans. Ah, bâtard. Non, ce n'est pas Léo, ça. si tu m'écoutes, big up. Alors attends, c'est pendant une scène? Non, c'est pas pendant une scène. C'est perso. Bah, c'est perso, c'est au niveau de son. C'est relié à sa. Il est en à sa retard. façon d'acteur dans le film. C'est dans sa vie? Non, Non, attends. c'est pour le film. C'est pour son le film. personnage? C'est pour le film Django Unchained. C'est le premier film depuis 16 ans où il s'est passé quelque chose. Il s'est passé ouais, quelque chose. Il a dû passer un casting. En gros. Ah, pas con. Non, c'est ça? Ah, c'est dans le même ordre. Enfin, c'est dans ce truc-là. Comment vous donner un indice? En disant oui ou non, c'est pas facile. C'est relié à quelque chose le concernant lui au niveau de sa stature d'homme célèbre, tu vois, dans les films. Les Il n'était pas assurances. rôle principal? Oui, il n'était pas le rôle principal, donc c'est relié à ça. Bah, c'est la première fois Son qu'il a petit eu un cachet. cachet de figurant. Qu'il a eu un cachet, voilà. Inférieur. second rôle. Inférieur, voilà. C'est la première fois qu'il gagne. C'est la première fois où Ok. c'est pas lui qui avait le meilleur cachet du film. Ah ouais? Depuis Ok. 16 ans, il avait, à chaque fois qu'il participait à un film, c'est lui qui avait le plus gros cachet du film. Et bah là, sur Django Unchained, bien sûr, c'était les Jamie Foxx Bah ouais. ou même Samuel Jackson qui était devant lui. Ah, le pauvre, Et il c'était a la dû première fois en galérer 16 ans pour qu'il faire n'a ses pas courses. touché le plus haut salaire du film. Non, bichette. Oh. Alors, j'en ai un autre. L'autre, comment vous expliquer ça? Comment vous donner le bon trope? Dites-vous que Clint Eastwood, il y a un truc qu'il aime pas trop faire quand il est réalisateur sur ses tournages. Voter démocrate? Bon, ça, c'est en dehors des tournages. Parler à des démocrates. Là, ça concerne vraiment le boulot de réalisateur. Attends, il a Parler aux acteurs? Il a Parler pas, aux acteurs? Non, c'est pas ça. il aime Non, pas non, filmer ça, les c'est- scènes de sexe. Ah, il y a un truc, c'est en rapport avec le fait de filmer, ouais. Mais c'est pas les C'est scènes en de sexe rapport parce que ça, il me semble pas qu'il y a C'est- trop de c'est- soucis. c'est Il dans veut le- toujours regarder par l'œil tourne de la caméra Alors, pour voir le plan. peut-être, Il est pas mais c'est comblé. pas ce que j'entends. C'est technique? Non, un- c'est pas quelque chose de technique. C'est Non pas technique. C'est par rapport aux acteurs? C'est pas par rapport aux acteurs, non. Bah, Il met Alors. toujours un slip rouge. Ah oui, ouais, c'est personnel en fait. C'est Non, c'est vraiment en rapport avec son métier de réalisateur. avec son Avec métier sa de chaise, réalisateur. avec Alors, sa- C'est attends, vraiment au niveau du tournage. son c'est porte-voix. c'est pendant une prise, en gros. Ah, il y a le mot prise dedans. Ah, Euh, sa façon dont il dit action.
Non, effectivement, il y a le mot Prise. prise dedans. C'est qu'il y a un truc avec les prises qu'il aime pas trop faire. Les refaire? Voilà, Ah il ouais, aime pas faire ok. de deuxième ou troisième C'est prise. du one shot. Il aime bien garder les Yes, premières. Ok. C'est plus. J'imagine que c'est plus. J'ai oublié le mot. Bah aidez-moi, merde. Ah non, on comprend même pas ce que tu veux dire. Dommage. Non, c'est mais plus, j'avais lu plusieurs interviews dans celle de Matt Damon où il disait qu'il avait. On lui avait dit ça, que lui, sur son premier tournage avec Clint Eastwood qui était sur Invictus, il avait pu tester cette théorie parce qu'effectivement, la première scène qu'il avait faite, il avait fait une prise. Et dès la fin de la première prise, Clint Eastwood dit bah ok, on termine, on imprime, on vérifie la Est-ce qu'il pellicule. tourne en pellicule? Il tourne en Oui, pellicule. bon bah voilà, c'est pour ça, c'est plus trop cher à refaire. Les producteurs là-dedans. Et Matt Damon aurait dit t'es sûr, Clint, parce que non, il avait dit ouais, est-ce qu'on peut refaire la prise parce que je suis pas sûr d'avoir tout donné. Et Clint Eastwood était la regardé en disant pourquoi tu veux gâcher tout le monde là ou quoi. Ah putain, ouais, d'accord, carrément. Je lui dis bon bah d'accord, on s'arrête là, y a pas de souci. Ok, incroyable. Ça je trouvais ça marrant. Pierce Brosnan, il avait Le meilleur James une Bond. clause contractuelle. Quand il a fait Timothy Dalton. pendant les James Bond, il avait une clause contractuelle qui faisait qu'en dehors de ses tournages, que ce soit sur les autres films qu'il faisait, il avait un truc qu'il n'avait pas le droit de faire. Il n'a pas le droit de porter une arme. Non. Ah, c'est pas le droit de porter, mais c'est pas une arme. Un costard. Et ben voilà, il avait pas le droit Ah de ouais porter un costard complet sur un autre film que James Bond. Ni de boire du martini. Ah ça c'est pas Au marqué. shaker. Il est marqué. Et pas à la cuillère. Il n'avait pas l'autorisation contractuelle de porter un smoking complet dans un autre film que James Bond entre 1995 et 2002. Donc dans un autre film, si on lui proposait de porter un costard, il devait faire non, désolé, je Et ne c'est peux pour pas. ça en fait il devait tourner dans Suits. le smoking, le tuxedo à la place non. de Jackie Chan et finalement Ouais, voilà, c'est foutu. pas possible quoi. Ouais, catastrophe. Une carrière Ah. gâchée. Bonsoir. L'avant-dernière, Steven Spielberg, quand il a réalisé La liste de Schindler, c'était un film assez particulier dans sa filmographie. Savez-vous pourquoi? Ah, je crois savoir, mais je me demande si il l'a pas réalisé en même temps que. Non. Ah d'accord. Bon, tu aurais pu attendre la fin de ma phrase quand même. Oui, mais je sais que c'est pas ça, donc je peux te D'accord. couper tout de suite. C'est son seul Non, film mais en parce noir que et blanc. j'allais parler du meilleur film de l'univers. Ah, Transformers. Non, pas du tout. Jurassic Park. Non, mais 3 aussi. non, pas 3. Ah. Non. Jurassic Park le 1. Ah d'accord, oui. Ouais. T'aimes pas que les 3, c'est bien ça. Non, ouais, bon, non, je suis assez fan des. Pas les deux par contre. Ah non, les deux. Aliens. Ah, moins bien que le 1. Alors attends. Ah oui, pardon. la liste de Norbert Schindler. avait un super jeu. Pouvez répéter la question? La liste de Schindler, dans sa filmographie, avait une place particulière pour une raison un peu insolite. Il kiffe les nazis. Bah non, soit il l'a fait dans pas mal de films, soit Indiana Jones ou quoi. Ouais, il mais a juste, montré bah, pas mal de je sais films. pas, alors attends, ça date de quand la liste de Schindler? C'est fin 90? C'est 2002. 2002? Quoi? Une place particulière? C'est en rapport aussi avec son métier de réalisateur? C'est en. Si je te donne si je te donne un indice, je te donne la réponse. Donc, La liste de Schindler, t'as dit c'est de 93 hein. bah moi, alors c'était en 2002 qu'il l'a présenté. Il l'a présenté. Qui a présenté quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Il a présenté la liste de Schindler à. Je peux pas dire à quoi parce que sinon. je Ah, donne mais, la réponse d'accord, du ah film. oui, je pensais que tu disais que le film était sorti en 2002, ça je comprenais pas. Non, le Ah film non, est sorti en non, 93, mais il a présenté la liste de Schindler en 2002 pour quelque chose. Et c'est pour ça que ça tient une place particulière. Mais c'est un rapport avec le thème du film donc? Non, ça n'a pas de rapport avec le thème du film. Un festival de comédie. Incroyable. Ouais, il a gagné. Ils ont de l'humour. Alors attends, mais je comprends pas. Alors, ça n'a pas de rapport avec le thème du film. Mais Non. Ça aurait pu être n'importe quel autre film. Il Ça a aurait pu diffusé être à n'importe Auschwitz. quel autre film. Mais alors c'est lié Il à... l'a diffusé dans un camp. Non, mais ça n'a pas de rapport mais ça- avec le. Ça n'a pas de rapport avec le thème du film. Mais alors, est-ce que c'est ça a un rapport avec lui au moment où il l'a réalisé? Non. C'est le film où, à ce moment-là, je sais pas, il lui manquait un bras. Non. Il l'a diffusé pendant la Schindler. Ah oui. Ça aurait été drôle, mais non. Mais non, mais c'est super large. Je peux donner un indice, mais Ouais. je vous donne carrément le truc, c'est que c'est un rapport avec, T'as pas un indice avec qui les donne pas études. C'est son film d'étudiant qu'il a écrit pendant C'est ses son études? film de fin d'études. Ah bah bonne C'est un ambiance le gars. Il a Ok. terminé son cursus scolaire en présentant la liste de Schindler comme son film de fin d'études universitaires. Eh bah, pas dégueu hein. Il l'a eu du coup. Hein. Ouais, je pense. Ah oui, d'accord, oui, il a repris ses études de fin 90 et Ouais. il a après. Oui, d'accord, ok. Et du coup, quand on lui a demandé un projet de fin d'études, il a dit bah tenez. Tenez, je l'ai mis, c'est en DVD déjà, c'est bien, c'est J'ai pratique. fait ça, je peux le présenter. Il me semble que ça rentrait en fait dans les normes de ce qu'on lui demandait. Donc il a dit bon, je peux Ah, me la faire chier à feignasse, faire. quoi. Terminator 2. J'ai dit que j'aimais pas les deux, mais en fait si j'aime. Ah voilà, Ouais, c'est en fait, mieux si, que le ouais. c'est bien parce que Mathieu a toujours un quart d'heure de retard. Alors, mon top préféré de l'année 2022 23, putain.
Ça y est, t'as fait le tour de tes petits jeux. Ouais. Eh ben écoute, je pense qu'on va pouvoir passer aux questions du public parce que figurez-vous qu'on a un petit compte Instagram auquel je vous invite à vous abonner, cbb_du-8 du 8 podcast, donc cbb podcast. Et donc du coup, on a déjà des questions. On a trié parmi les 100 000 qu'on a reçus. Ouais. Puis parmi les 5. Non, on en a au moins 7. Attends, faut que je les retrouve. N'hésitez pas à poser les sur vôtres. les 7, Du coup, il y en a moins 2 qui parlent de cinéma. Alors, on va commencer. Alors, déjà, on a quelqu'un qui voudrait que tu nous parles de Gaspard Noé. Norbert. Gaspard Noé que je déteste. Ouais, il paraît. Non, c'est vraiment mais c'est vraiment un réalisateur que je déteste le plus profond de moi-même depuis. Je pense depuis. Mais après, j'ai été de les regarder. Les films qui sont passés, je les ai pas vus. Mais Irréversible. Il y avait quoi ? Il y avait. Aide-moi. Gaspard Noé. Non, mais c'est vraiment. C'est le genre de réalisateur que je déteste parce que Climax, voilà. Et puis. Non, mais moi je suis très partagé Enter the aussi sur Void, Gaspard Vortex. Noé. Je trouve que Voilà. j'ai un peu du mal. Enter the Void, je crois que c'est le seul que j'aime à peu près. Mais même si c'est pas un film que j'apprécie pour autant, mais je comprends, ok, pourquoi pas. Mais non, c'est dur. Après, moi je trouve ça assez intéressant. Irréversible, je l'avais vu au cinéma et c'est vrai que assez marquant comme expérience parce que tu te retrouves à regarder forcément la scène du viol qui est assez longue et assez pesante avec des gens et on devait être, je sais pas, une trentaine dans la salle et il y en a au moins une bonne dizaine qui sont levés pour se barrer les uns après les autres pendant cette scène. Peut-être trop longue et trop violente. Limite, tu te vois en train de voir ce film et te dire qu'est-ce que je fous là. Après, j'ai trouvé ça pas mal. Alors bien sûr, il y a le côté un peu provoque, il y a le côté je montre les choses, mais j'ai trouvé que par le montage à l'envers et par cette scène de fin beaucoup plus légère, un peu poétique, moi ça m'a permis de décompresser et je trouve qu'il est très bon là-dessus pour jouer avec tes sentiments et tout ça. Tu passes d'une violence extrême, d'une critique de l'humanité la plus dure à des moments de légèreté, d'amour et d'insouciance. Et pour ça, je le mets pas dans les meilleurs réalisateurs, mais je le respecte. Mais moi je trouve que des fois ça part presque dans la violence gratuite en fait. Ça va un peu ça va au-delà de ce que tu peux supporter. Et même encore un peu plus, quoi. Je trouve que ça va trop loin pour moi. Comme on disait pour Rian Johnson, on le critique pour dire il fait de la surprise pour de la surprise, tu vois. Et bah là, Gaspard Noé, je trouve qu'il choque pour choquer. C'est-à-dire que lui, quand il écrit ses scénarios et quand il réalise ses films, il dit pas comment je peux raconter une histoire, il dit comment je peux choquer. Et en fait, il brode son histoire et il brode sa réelle autour de ça. Et c'est là-dessus que je le trouve assez insupportable, mais comme Rian Johnson, tu vois, il se pose pas la question qu'est-ce qu'un bon film, il fait ouais mais là je vais surprendre, et ben là c'est par lui dit ah bah là je vais choquer. Ouais mais après je connais pas assez son cinéma pour j'ai vu que ça moi, donc voilà. Mais si c'est bien fait, moi ça me choque pas de me dire ok, le mec il fait un film pour choquer les gens, mais si c'est bien amené, si c'est un sujet, si c'est une profondeur, voilà, on n'est pas comme Rian Johnson en fait. Moi j'aime pas les trucs qui sont juste là pour surprendre et qui ont aucun autre sens à part que ouais mais t'as été surpris. Mais ça n'a pas de sens. Ah bah, après, oui, peut-être qu'il y a un sens derrière quand même. Et bah là, c'est pareil, tu dis, non mais ça a des sens que tu veux bien leur donner, mais Irréversible, quand tu vois les causes du viol et tout, il n'y a aucune autre cause à part, bah là c'est choquant de voir ça, tu dis, bah bien sûr. Oui, mais est-ce que c'est pas ça quand tu veux parler qu'est-ce qu'on dit à travers ce truc, à part qu'il y a de la violence qui existe et il y a des gens qui peuvent violer. Merci, j'avais pas besoin d'avoir un film pour me dire ça. Mais là, tu te retrouves en face. Ça te choque de voir un viol, oui, mais j'avais pas besoin de le voir pour le savoir. Hein. Ouais, mais peut-être, comme on dit, on est dans une époque où on voit ça arrive. Moi, j'hallucine quand je parle à mes potes meufs qui me racontent que combien sont fait toucher. Il y en a certaines qui sont fait violer. Et je dis putain, mais je ne comprends pas. On est vraiment tous des porcs. Donc ça ne me choque pas de me dire ok, on fait un film là-dessus. On n'a pas à essayer de justifier, à essayer de pourquoi c'est arrivé. Non, c'est là. L'humanité, elle est crade par moment. Il y a des mecs, c'est des ordures. C'est là, et la fille, elle a rien demandé, elle se retrouve ici. Je trouve que non, ça me dérange pas. Il a fait que pour choquer. Par contre, il fait ça pas juste. C'est pas une scène de viol tout le film. Le reste, il y a quand même une direction d'acteur, il y a quand même une photo, il y a quand même des effets de caméra qui sont dingues. Le mec, il a travaillé quand même son sujet, quoi. Bon, on va peut-être passer une autre question parce que c'est vraiment pas un. Voilà, non, mais cours d'arguments. Non, parce que c'est personnel, quoi. Alors, on nous a demandé ce qu'on attendait pour. On a même pas parlé d'Oberman en plus. Donc, on en a déjà parlé. Alors, on nous demandait aussi ce qu'on avait pensé de Wonka. C'est de la merde. Ah bah ça, on va avoir un très grand avis parce que... Et de Wish de Disney. Je crois que personne n'a vu ces films. On n'a pas vu ces films, donc on n'a aucun avis dessus. J'ai pas vu, mais j'aime pas. Ouais, ok, superbe. Non, mais par contre, moi j'aimerais beaucoup voir Wish parce que c'est comme le film que j'ai vu. J'étais pas intéressé pour le voir, mais comme tout le monde dit que c'est trop bien, je dis bon bah pourquoi pas. C'est le film sur internet des produits pas chers de Chine, là. Ouais. Je crois que tout le monde a fait cette vanne. Non, mais c'est comme le film des 100 ans de Disney. Moi je demande. Ouais, puis j'aime bien Disney, quoi. Donc voilà, bon, à voir.
Quels sont les acteurs, alors là, les acteurs qui sont bankable et qu'on adore détester? Pas facile. Alors moi, du coup, moi, je vais revenir un peu sur ce que j'avais dit. Alors, j'ai longtemps eu un problème avec Ryan Gosling, mais je pense que j'ai pas dû voir les bons films, mais en fait, tout ce qu'il a fait avec Winning Refn, donc Drive, bon, Only God Forgive. Only God Forgive, Drive et tout, je trouve que il joue une plante verte en fait qui ne joue pas. Et les gens regardent, ils font oh c'est génial. Non, mais Drive c'est du minimalisme. Voilà, c'est un peu facile. Hein. Et moi, Blade Runner 2049, t'avais dû pas aimer aussi. Je trouve que je trouve qu'il joue super mal le robot. Ah bah oui, il fait rien. Mais non, il joue. Pour moi, ça me fait aussi plaisir de voir ça parce que c'est pas un jeu. Alors certains disent un sous-jeu, mais pour moi c'est pas un sous-jeu, c'est juste une autre forme de jeu qu'on avait aussi dans Drive. Mais Drive, il joue un personnage qui est hyper enfermé, qui parle pas, qui a beaucoup de mal, a beaucoup de difficultés avec les relations sociales. Donc ça fonctionne. Oui, mais il fait ça à chaque fois en fait. Moi j'ai un petit peu du mal. Je trouve que c'est du sous-jeu. Une God Forgive, j'étais d'accord, mais Blade Runner 2049 aussi, quand il joue un robot, je trouve que là ça fonctionne. Mais il y a aussi dans Crazy Stupid Love, où je sais pas si tu l'as vu, mais regarde-le, tu verras qu'il a un jeu complètement différent. Non, mais alors là où ça allait un peu mieux, par exemple, c'était La La Land. Qui est un film que j'aime beaucoup et je trouvais que ça allait un peu mieux mais c'était pas encore ça et Barbie du coup oui, ça m'a un peu réconcilié avec ce gars parce que là il joue un peu plus, il avait ce côté c'était mieux là mais moi j'ai longtemps eu un problème avec Ryan Gosling et son sous-jeu permanent la plante verte du film, quoi. Moi, c'est Timothée Chalamet. Timothée Chalamet, c'est un acteur que je trouve avoir une tête à claque, mais pas possible. Que mais alors là, c'est juste physique ton problème. Non, mais oui, mais en même temps, c'est toujours physique. Jeu, même dans Dune, où il est censé jouer un gars qui est quand même en empathie, tu vois, il y a ça dans la première partie. Tu vois, il débarque sur une planète, il dit, mais en fait, c'est nous les envahisseurs, donc en fait, ils réagissent comme n'importe qui. Et même là où il est censé être empathique, je trouve quand même qu'il a une tête de petit con qui vient donner des petites leçons de morale à la roi molineux. Donc discours de gars qui a 80 ans. Je n'ai pas trouvé de film où vraiment, et en plus moi je le connais depuis assez longtemps, je veux dire que je me rappelle même de lui dans la série qui l'a fait un peu découvrir, c'est la série Homeland où il jouait en plus d'un personnage secondaire, et même à cette époque-là je me disais il a vraiment une tête à claque ce gars. Moi pour le coup il me dérange pas Timothée Chalamet, j'aime bien, je trouve qu'il joue plutôt bien. J'avais bien aimé la petite apparition qu'il avait fait dans Don't Look Up que j'avais adoré. Il était là, c'était cool. Enfin je sais pas, j'ai pas de problème spécialement avec moi, ce gars. Mais j'ai pas de problème avec lui. Enfin je sais que c'est moi que je peux pas le piffrer, tu vois vraiment. Ou peut-être que quand. Mais c'est du jeu d'acteur, c'est ça qui te. Il y a tout. Alors déjà c'est sa gueule que j'aime pas, mais en plus je trouve que c'est de la jalousie en fait peut-être. Totalement. Je sais c'est un acteur complexé. Non mais j'aime pas son jeu. J'aime pas sa façon d'être. Il a un côté en plus un peu, je trouve, un peu condescendant quand il arrive sur les plateaux. Parce que t'es souvent sur les plateaux. Non, mais je parlais des plateaux de télé là pour la promo. Mais non, moi je trouve que ça a l'air d'être un type sympa. Peut-être, mais moi je peux pas le piffrer. Moi, bon pote, je pense. C'est vrai qu'on l'adore détester. J'ai rien contre lui. J'aime pas sa gueule. J'aime pas son jeu. D'accord, ok. Voilà. Quand il t'enverra un message sur Instagram, je saurai quoi lui répondre. Ouais. Alors, César ? De quoi, chez la Malamé ? Mais non, mais un acteur que t'adores détester. Moi j'ai plus de mal parce que moi j'aime un peu tout le monde et tout ça. Mon cul, voilà. Il aime l'humain en fait, il aime l'humain. Bon, après je me suis dit, non, t'as connu en soirée avec un petit peu d'alcool dans le sang, crois-moi que t'en aimes pas certaines personnes. Non, j'aurais pu parler de Depardieu, mais je pense que c'était un peu facile maintenant. Moi j'ai eu un souci. Après, tu vois, je donne toujours plusieurs réponses et je bafouille en même temps, je préfère. Ensuite j'ai pensé à Joel Kinnaman parce que moi j'ai beaucoup de problèmes avec lui dans Robocop, Suicide Squad ou Altered Carbon. Oui. Mais là, il est sorti de For All Mankind, qui est une des meilleures séries de tous les temps, et je trouve magnifique dedans. Donc, je commence un peu à le kiffer. J'ai hâte de le revoir dans un film au cinéma pour pouvoir lui cracher la gueule. Mais d'ici là, j'ai de l'affection pour lui. Regarde Silent Night de John Woo qui est sorti il y a quelques jours. C'est vraiment nul à chier aussi. Cool. Et il aime pas. Je pourrais m'énerver sur lui alors. Oui. Mais sinon, à la fin, je me demandais si j'allais pas plutôt choisir Vin Diesel. Tout simplement. Parce que oui, ça pourrait être l'acteur de nanar, tout ça, mais on s'aperçoit que lui, il n'est pas forcément second degré. Exactement. Et déjà, c'est surtout depuis que j'ai vu le documentaire Fucking Katsovitz, qu'un bon pote m'avait conseillé, qui est assez sympa. On s'aperçoit que sur le tournage, il prend tout au premier degré. Même Fast and Furious, hein. Fast and Furious, quand tu vois comment lui il promue la saga, il arrive en disant c'est un film sur la famille qui c'est un peu c'est un nanar à 200 millions de budget à chaque fois. C'est un peu ce qui différencie Vin Diesel, The Rock en fait. Voilà, et c'est pour ça que The Rock
joue plus d'ailleurs dans les Fast and Furious parce que lui il était en mode moi je veux me marrer, je veux faire un nanar à 200 millions et je veux qu'on déconne tous. Ils l'ont pas teasé à la fin du 10, The Rock, il tease son retour et moi je suis très surpris parce qu'il me semblait que Vin Diesel disait lui je veux plus jamais dans les Fast and Furious. Non mais c'est vrai qu'il est producteur. Alors oui, j'avoue que Vin Diesel il a un peu ce côté premier degré énervant. Il a pas fait assez de comédie comme The Rock ou même les Schwarzenegger à l'époque. Je suis pas sûr que ça lui aille en fait la comédie. Je pense pas. Il est très et puis tous ses films. Enfin, même, et d'ailleurs, Fast and Furious 10, le réal s'est barré à cause de ça. Il s'est barré au bout de 2 semaines de tournage parce qu'il n'en pouvait plus. Et en plus, ce réal, c'est quand même le réal qui avait quasiment. Il a fait quasiment tous les Fast and Furious. Et si lui se barre en disant j'en peux plus, ça en dit quand même très long, tu vois. Il en avait gros sur la patate pour Vin Diesel. Donc oui, je comprends. Après, c'est là d'être un homme assez insupportable. Ben, j'ai l'impression. Du coup, moi, je l'imagine totalement stupide. C'est pas bien de se moquer, mais bon, je pense qu'il est pas dans la merde. Il a réussi dans la vie, donc je me permettrai de continuer. Et j'ai cherché un peu. Je pense que j'ai trouvé le seul bon acting de sa part. Est-ce que vous l'auriez? Triple X. Triple X. À la rigueur le 2 parce qu'il est pas dedans. Mais ah non, mais par contre il est dans le Revival après. J'ai pas vu le Revival. Ah zut, ma vie est insipide. Non, un petit indice, c'est un film où il dit 5 mots. Ah bah c'est les Gardiens de la Galaxie. Ah voilà. oui, évidemment. Là ça va. I am Groot, you are Groot. Là c'est bon, il avait le texte, ça allait. Mais oui, j'ai oublié qu'il était. Et même quand tu regardes sur Gardiens de la Galaxie, il essaie de te dire oui, mais j'arrive quand même à faire de je suis Groot de plein de manières différentes où j'arrive à teaser l'émotion, j'arrive à faire plein de voix qui va bien. Et même quand il parle maintenant, moi je repense, je sais pas si ça vous parle, Molinor, mais les baboulinets quoi. Mais à chaque fois qu'il ouvre sa tête, vous connaissez pas les baboulinets de Molinor? Non, rien du tout. Mec qui reprenait des films de Vin Diesel, il faisait parler mec, t'as pas une clope s'il te plaît? T'as 57 ans, gars. Ah, grave, mais j'assume. Ok, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. Vu qu'on n'avait pas grand monde pour l'instant sur Instagram, mais bon, je vous invite à venir nous suivre. Puis bon, là, ça fait quand même 3h40 qu'on tourne. Ah ouais. Donc on va peut-être s'arrêter là. Je pense que de toute façon, on a fait tout ce qu'on avait à faire sur cet épisode. Ouais. Me semble-t-il. J'ai bien l'impression. Si vous en vous ai plus, ben, demandez. Et puis on verra si on peut en refaire un autre la semaine prochaine ou dans 2 semaines. De toute façon, on vous en parlera sur Instagram. Suivez-nous et vous serez prévenus de quand arrive le prochain épisode. Exact. Youpi! Voilà. Et on va vous dire au revoir et bonsoir à tous. Bisous, Beko. Ciao.